Ok, bon, bonjour tout le monde. Ici, vous me connaissez déjà, moi c'est Serge Kakilembe ici, du www.ictune.com. Beaucoup de personnes me demandent et veulent voir quelle est mon équipe avec qui je travaille. Voilà, là je vais vous présenter tout le monde. Donc vous voyez, tout le monde est là. Donc maintenant, un par un, ça c'est Benjamin, et lui c'est alias Goldman Sachs, on l'appelle Tony Starks, donc a.k.a. Goldman Starks. Ça c'est notre ingénieur et il est là avec moi. Donc là c'est Benjamin, voilà Benjamin. Voilà. Ici, voilà, vous avez James. Donc James ici, tout le monde. Voilà, qui a travaillé dans les marchés financiers. ¿Cuántos años? Más de 30 años en mercados financieros. 30 ans. Voilà, 30 ans dans les marchés financiers. ¿Dónde trabajaste? Una idea así rápida. ¿Dónde? Sí, ¿dónde estuviste? Citibank, Citibank, Dresdner Bank, Dresdner Bank, Degussa. en Degussa, si también lo conocemos. Y bueno, tout ça sur plus de 30 ans. Y a través del mundo, ¿no? Sí. Que estuvo en Nueva York, en la City, bueno, cuéntalo tú. En Nueva York, en Londres, en Tokio, en Milán, en París y en Ginebra. En Ginebra, ouais, il a fait le tour du monde, donc voilà, beaucoup d'expérience dans les marchés financiers et est là pour nous donner des conseils, donc c'est très important de l'avoir lui. Et là on a Edu du Venezuela qui est là ici avec nous. Edu, pues cuéntanos un poco, quién eres, qué es lo que haces. Ahora me dedico a otro sector de seguridad, vengo del sector de petróleo hace mucho tiempo y pues nada, ahora aquí con ustedes compartiendo y aprendiendo un poco más sobre la bolsa. Voilà, comme il vient de le dire, là maintenant il s'intéresse à tout ce qui est financier. Edu vient de tout ce qui est pétrolier. Tu as resté pétrolier en Venezuela, non? Voilà, il a travaillé dans le pétrole là au Venezuela, maintenant il est ici dans tout ce qui est financier. Et là vous connaissez mon bras droit, là c'est Sergio, alias JP Morgan. Entonces Sergio, cuéntale un poco. Pues yo vengo de la rama financiera de formación, ahora mismo estoy trabajando en el VIPS, en hostelería, algo totalmente distinto, pero mientras tanto me voy enfocando a lo que es la rama tecnológica, en concreto lo que es la inteligencia artificial, la realidad virtual y la tecnología cerebro-computadora. Donc voilà, donc là rapidement un résumé, lui Sergio il vient de tout ce qui est financier, il a bossé, si vosotros habéis trabajado en OVB, si voilà ils ont travaillé à OVB All Finance, juste ici là on est dans le quartier financier, donc voilà il a participé à tout ça, maintenant il se dédie à tout ce qui est technologique, neurociencia, non, cosas de estas, non? Sí, l'interface cerebro-computadora que es eso. Voilà, donc tout ce qui est interface, connecter le cerveau avec la neurotechnologie, donc voilà à quoi il se dédie. Donc voilà, ça c'est mon équipe avec laquelle on est là toujours chaque semaine, avec laquelle on analyse les marchés, donc la bourse, les cryptos et ainsi de suite. Et donc voilà, voilà ce qu'on fait chaque semaine, on est tous ici. Bueno, equipo, pues todo el mundo un saludo, dejamos a todo el mundo, voilà, on vous laisse. Allez, ciao, au revoir tout le monde. Bueno, cada uno en un idioma, Adiós. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Goodbye. Goodbye. Bueno, yo en qué idioma? Ah si, pues en néerlandais. Tot straks. Ik spreek Nederlands. Ja, voor allemaal, tot ziens. Donc voilà. Ok. Bueno, salut tout le monde et à bientôt. Donc voilà, après notre petite intro, un rebonjour encore à tous. Donc comme vous avez vu un peu, voilà, c'est ce que je fais toujours durant chaque semaine, ça se passe comme ça. Donc vous avez vu un peu l'équipe que j'ai. L'équipe ça fait 3-4 ans que l'on travaille ensemble et principalement elle est constituée, bien sûr mis à part James, elle est constituée d'anciens clients qui étaient là en consulting privé. Donc voilà, donc ceux qui sont partenaires avec moi, c'est tous ceux qui étaient en consulting privé. Donc voilà, ils connaissent le système, ils connaissent la stratégie, ils ont généré eux-mêmes la leur. Vous voyez, chacun regarde pas mal de choses de son côté et c'est un apport grand et carrément fait. Pour moi, voilà, ce sont réellement mes bras droits, les meilleurs, ceux à qui je viens et avec qui je partage mes analyses, mes recherches et qui aussi font des gros travaux. Très gros travaux qu'ils font et donc voilà, donc là ça enrichit vraiment le groupe et tout ce que je suis en train de faire. Donc comme vous avez vu, on a des personnes qui viennent de différentes industries, donc vous avez vu de différentes localisations géographiques aussi, et là il manquait 2 personnes, c'était les 2 David, un qui était en stage à la City of London dans des boîtes financières et l'autre David qui bosse ici aussi dans le secteur financier. Donc comme vous avez vu, Sergio et les 2 David étaient tous dans la même unif, donc ce sont des universitaires mais qui en même temps déjà un parcours professionnel quand même déjà bien lourd et bien chargé dans le monde réel, dans le monde des finances. Donc voilà, donc vous voyez exactement nous tout ce que l'on fait et en plus de ça on a l'apport de personnes comme Edu du Venezuela qui a bossé dans le pétrole, lui aussi a bossé dans le monde financier, et Benjamin qui lui vient des industries automobiles ainsi de suite, donc un super ingénieur mécanique ainsi de suite. Donc voilà, donc on a vraiment une bonne équipe, plus James aussi qui est là au niveau de tout ce qui était banque, donc vous avez vu le même où il a travaillé, Citigroup,
Dresdner Bank et Degussa. Bon voilà, vous avez vu les vidéos que l'on a fait avec lui. Donc vous voyez exactement que l'équipe, c'était vraiment une équipe qui est bien constituée. Et donc voilà, tout le monde a quand même une bonne expérience professionnelle. Et c'est là, hein, donc là, vous voyez qu'on se retrouve facile, enfin tout simplement là, on se retrouve et on travaille. Simplement, on amène des idées. Moi, lorsque j'ai des stratégies, des idées pour un système et des idées de trade et tout ce qui se passe au niveau global macro, ben voilà, je présente mes thèses. Et donc voilà, avec l'expérience de chacun, l'apport de chacun, ben, ça complète ma thèse, hein. Vu que tout n'est pas à 100% solide, ben là, en exposant des idées, ben, vous êtes sûr que vous avez un 300, vous savez que on refait le tour, pardon. Donc c'est vraiment un système bien solide et que j'ai couvert ben, toutes les failles à 360 degrés. Et donc là, voilà, donc après, c'est du solide. Donc voilà, donc vous avez vu exactement ben, ce qui se passe. Et ben voilà, pour tous ceux, ben, bon, il y en a déjà qui ont déjà ben, fait le premier pas et qui ont déjà intégré la chose au niveau des services et des solutions et qui commence petit à petit et qui avance. Ben, prenez votre temps, soyez patient et continuez à avancer. Ben, pour tous ceux qui veulent venir et qui posaient des questions par rapport à ça. Donc là, voilà. Donc là, en fin d'émission, on reviendra sur les services et les solutions. Bon, maintenant, bah, comme tous les samedis, comme vous le savez déjà, bah, on va faire quoi? Bon, on fait le crypto rapport. Donc ici, on va regarder tout ce qu'on a au niveau des news, hein. Donc principalement, ce sont les news internationales et globales. Donc ne vous inquiétez pas pour tous les liens des articles, hein. Vous voyez que vous avez tout, on a tout ici. Donc là, c'est tout ce qui est global. On va commencer par donner un tour de vue global. Et après, on va aller dans chaque continent et dans certains pays et pour voir réellement bah, ce qui est en train de se passer là-bas. Donc quels étaient réellement les faits importants durant la semaine. Donc tous les liens, vous les avez ici et vous les aurez dans la description de vidéo de YouTube. Donc rappelez-vous, YouTube ne me permet pas de tout mettre, donc il y aura une partie aujourd'hui. On va dire, on va mettre tout ceci jusque voilà, jusque Asia, et après on va faire tout ce qui est Europe et les banquiers, on la mettra demain dans la vidéo du Bit Dimanche, ok? Donc et plus encore quelques articles ici d'hier soir et de ce matin. Donc voilà. Ok, donc là, sans plus attendre, on va commencer directement. Et on va prendre un peu rapidement la température de l'écosystème, hein, voir un peu comment on va. Donc on avait toujours ce support au niveau des 301 milliards de dollars, donc je pense que là on les a toujours maintenus, hein. Donc vous voyez le Bitcoin est là entre les 8000 et 9000, et les 9000 pardon, donc là on se rapproche un peu plus des 9000, vous voyez qu'on est en train d'avoir une montée légère dans les 24 heures, mais là on est légèrement flat un peu partout, et là on est en dessous de la résistance des 350 milliards, et donc là on avait les 300 milliards comme support, donc vous voyez là on est en train d'osciller entre les deux, donc vous voyez on va vraiment de manière latérale, sauf que maintenant on repasse un cap, c'est-à-dire le cap qu'on a passé c'était au-dessus des 8500. Et on se dirige tout doucement vers les 9000. Donc vous voyez que ça peine beaucoup, ça tarde beaucoup. Et rappelez-vous que même si on est au niveau des 9000, on reste toujours dans cette tendance, comme vous voyez ici, mensuelle et trimestrielle à la baisse. Vous voyez que réellement, si on veut sortir de cette tendance baissière, on doit être au-dessus réellement des 11 360. Et là, rappelez-vous, il y a quelques temps, je devais expliquer cela, qu'on doit réellement être au-dessus des 12 000 pour être réellement haussier. Tant qu'on est en dessous des 12 000, à n'importe quel moment, ben, on peut continuer à baisser. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour la température de l'écosystème. Et maintenant on va aller réellement au niveau global. Que s'est-il passé, qu'est-ce qui se passe au niveau du Bitcoin, et on va commencer par quelques faits divers quand même assez impactants au niveau international. Et donc là ici on va commencer avec un monsieur, hein, donc monsieur Zhao Dong, et qu'il il évoque un peu ses débuts en tant que spéculateur, trader. Ça n'a pas été quelque chose de bien pour lui, comme vous voyez ici, il avait perdu plus de 9000 bitcoins, et il explique un peu, hein. Donc c'est une personne qui était très connue au niveau de quoi, des traders OTC, donc over the counter, donc trader sans passer par un exchange, et il explique réellement un peu comment il a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, ensuite comment dirais-je, il a commencé par trader les cryptos, enfin le bitcoin hein, principalement, et ensuite il est passé quoi, donc comment est-ce qu'il tradait, il avait emprunté de l'argent à pas mal de personnes, donc ses fonds à lui et des fonds de, comment dirais-je, de ses amis et de ses familiers et de ses parents, enfin des personnes qui étaient parentées avec lui. Et pourquoi? Pour investir dans les cryptos, parce qu'il leur disait que c'était la prochaine grande chose. Et donc voilà, donc à un moment donné ça a bien commencé, mais après ça s'est super mal passé. Donc là c'est dans les années 2014-2015, voilà, comme il dit ici 2014-2015, où il a commencé à perdre énormément. Il a même tenté de se suicider et ainsi de suite, mais bon voilà, il s'est repris. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est reparti de plus belle, et là il s'est lancé dans l'activité minière de Bitcoin, ainsi de suite. Là après l'État lui est tombé dessus, forcé de fermer, de liquider tout ce qu'il avait, donc encore des pertes. Donc ça a vraiment été un parcours terrible, mais son parcours est pas mal. Pourquoi?
parce qu'il parle de choses, oui, enfin, il donne des mises en garde, hein, et en lisant ce qu'il est en train de dire, ben, c'était la plupart des mises, enfin, j'ai retrouvé des parallèles avec pas mal de mises en garde que j'étais, comment dirais-je, que je fais au quotidien, et là, ben, j'ai vu que voilà, lui, il faisait un parallèle par rapport à tout ça, et il disait réellement que le trading avec les cryptos et tout ce que vous voulez faire, c'est vraiment compliqué, comme il dit ainsi, vous n'êtes pas un spéculateur professionnel, donc qu'est-ce que ça veut dire être un spéculateur professionnel? Avoir juste de l'éducation financière, donc avoir l'expérience, l'avoir fait durant X temps, savoir bien ce que l'on fait, savoir bien mesurer et calculer son risque. Et comme il dit, ben, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez perdre tout votre argent et c'est inévitable et c'est comme aller au casino. Donc vous voyez que je me réfère souvent au côté casino. Vous voyez, beaucoup de personnes, on a un capital, on va quoi? On va au casino. Non, c'est pas par là qu'on commence. C'est toujours là. C'est en rapport avec ce que j'explique, les trois niveaux. Donc, il y a le niveau échiquier, le niveau puzzle et ensuite le niveau casino. Et c'est en dernier qu'on va au niveau casino. Malheureusement, c'est par là où vont commencer la plupart des personnes. Et ben là, en rentrant, en allant directement au casino, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, voilà, vous devez avoir cette approche quand même, cette expérience, cette éducation financière, cette initiation et vraiment savoir ce que c'est qu'un spéculateur, un trader et un investisseur. Ouais, donc là, à partir de ce moment-là, ben, revenir à l'étage plus bas, donc c'est-à-dire être patient, comprendre ce qui se passe au niveau échiquier, ensuite passer au niveau puzzle et ensuite terminer par le casino. Donc le casino, c'est aller en exchange ou trader ou spéculer ou faire ce que vous voulez, mais il y a certains niveaux qu'il faut respecter et voilà, donc il faut vraiment savoir ce qui se passe au niveau des marchés, pas mal de choses, hein. Donc voilà. Ça, c'est pour cela. Ensuite, maintenant, bon, ça, c'était pour commencer, hein. Maintenant, on va vraiment dans qu'est-ce qu'il y a eu réellement au niveau global. On va dire une news à laquelle je dirais qu'on a donné beaucoup trop d'importance et qui réellement n'avait pas d'importance. On a donné beaucoup trop d'importance. Pourquoi? Vu que c'était un phénomène, enfin, dire c'était un sommet international, ouais, à Argentina 2018, donc à Buenos Aires, la réunion du G20. Et directement, ben, qu'est-ce qu'il y avait? On a associé comment dirais-je, un sommet du G20 important et juste le fait que oui, on va parler un peu des crypto-monnaies. Oui, en associant les deux, beaucoup de personnes et beaucoup de médias ont voulu générer un buzz autour de cela. Donc là, pour moi, c'est quelque chose de comment dirais-je, de très dangereux d'un côté. Pourquoi? Parce que ça peut inciter à pas mal de personnes à rentrer dans un marché croyant que l'issue de cette réunion allait faire décoller le Bitcoin et qu'il allait retourner aux 20 000. En gros, c'est ça. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Donc, moi je dis bien mon opinion, comment est-ce que je l'ai vu, ce qui transpirait de tous les articles que j'ai pu voir. Donc ouais, ce qui émanait de tous ces articles, c'était ça. C'est que ouais, non, la réunion du G20, ça va être un truc magnifique. Vu que si l'issue est positive, ben, ça va monter. Et là, tout au long de la semaine, ben, j'en ai parlé et je dis que non, c'est pas réellement quelque chose, ça va rien faire du tout, parce qu'au-delà du G20, on a des entités comme le FMI qui sont des entités très 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 importantes et qui en parlent pratiquement chaque semaine. Chaque semaine, ils sortent un nouveau white paper et on voit aussi la BIS qui en parle pratiquement chaque semaine. Chaque semaine, il y a un white paper, mais bon, là, personne ne les lit vu que personne ne suit réellement ce que font ces entités-là. C'est à un niveau très 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 fermé et il ne se passe rien. Et comme je le disais, et je le répète encore ici, je l'ai dit durant toute la semaine, ceux qui peuvent faire bouger le marché, ce sont ceux qui sont directement investis dedans. Et là, j'ai fait le parallèle directement avec, rappelez-vous, en Chine au mois de septembre 2017, lorsque la PBOC a fait le ban des ICO, la régulation des cryptos et ainsi de suite, et qui ne voulait plus des exchanges et ainsi de suite. On a vu une migration forte de tous les intervenants, donc exchange et ainsi de suite, bouger de Chine. Et il y avait énormément de volume qui venait de Chine. Et là, le gouvernement chinois et la banque centrale chinoise, comment dirais-je, se sont assurés de monitorer le tout, donc de bien contrôler le tout. Pourquoi? Pour éviter les fuites de capital en yuan vers les cryptos et vers l'étranger. Donc là, c'était vraiment, on va dire, pour eux, ça tenait c'était à un degré de sécurité nationale. Au niveau de la souveraineté de leur devise et ainsi de suite, et ne pas la voir s'évaporer et on va dire foutre le camp, hein, en utilisant ce genre de véhicule. Donc là, c'est quelque chose de très 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 important. On voit que là, il y a eu une action forte, musclée du gouvernement pour intervenir directement. Le G20, ce n'est qu'un blabla, c'est juste un cocktail. Prenez ça comme ça, c'est un cocktail, c'est un pique-nique. Ouais, on va où? Ben, on va aller à Buenos Aires et voilà, on va aller là. Donc ouais, que aucun impact réellement sur l'écosystème et sur le capital. Donc la capitalisation des cryptos vraiment monter, descendre, rien du tout. Donc vous voyez là où vous l'avez vu, hein, le prix est monté un tout petit peu, après il est redescendu, maintenant on est là entre les 8 000 et 9 000, aucun impact, ce n'est même pas un catalyseur qu'il faut considérer. C'est bien de savoir ce qui se passe, mais réellement c'est ça, hein, la manière dont ça nous a été vendu, ça peut induire en erreur, c'est pas ça qui va faire bouger le marché. Ce sont des choses du genre banque centrale,
si elles viennent vraiment mener une action musclée comme on a vu en Chine. Et d'un autre côté quoi, ben, ceux qui ont du capital. Donc voilà, maintenant comme vous allez voir, il y a un article un peu plus loin, Wall Street. Ceux de Wall Street qui ont des trilliards, qui sont prêts à aller quelque part, qui maintenant avec vous avez vu tout ce que Trump est en train de faire, les problèmes avec la Chine, ainsi de suite, les trade wars, les nouveaux tariffs qu'il a mis sur le steel et le aluminium, et encore pas mal d'autres choses au niveau du stock market. On est dans les hauts max, la hausse des taux d'intérêt, ainsi de suite. Là, maintenant, ceux de Wall Street peuvent décider d'aller quelque part avec ce capital et là, on va y revenir. Donc, d'ici 2 articles, il y a un article qui parle de cela. Mais vous voyez que ça, en gros, non. Monsieur Mark Carney, qui était la tête du FSB et qui a parlé là-bas, il dit, bah non, bah, c'est moins d'1% de tout ce qui est le M0 et du M1 et M2. Donc, c'est pratiquement rien du tout. On n'est même pas au trilliard. On est à quoi? On est à moins de 500 milliards. Donc, c'est quoi? C'est la market cap de certaines compagnies. Et voilà, quoi. Il n'y a rien, donc il n'y a rien à voir ici. Donc en gros, c'est ça. Et en plus, au niveau de la régulation et de la standardisation, voilà, la régulation n'est même pas standardisée au niveau, même pas continental, ni même dans l'Union européenne, ni même au niveau mondial. Donc on est dans un chaos total, chaque pays fait ce qu'il veut. Donc pour le moment, ben voilà, on reste comme ça. Donc il n'y a rien à voir là. Et donc là ici vous avez une vidéo qui parle de cela. Donc on parle un peu, bon là c'est un spécialiste hein, qui est en train de parler un peu ben, de l'optimisme qu'il y a par rapport au G20, comme on dit, un faux optimisme, moi je dirais, comment dirais-je, qui a été insufflé par ceux du G20 après ce qui est eu là. Donc là vous voyez que là c'est un investisseur qui est en train de parler réellement de cela avec le reporter de Bloomberg. Et donc voilà. Donc voilà, donc là il parle un peu ben, de l'issue de cette réunion et il revient dessus. Ok, donc voilà, pour donner réellement ben, comment dirais-je, son opinion et voir un peu, ben, essayer d'interpréter, de décoder un peu ben, ce qui a été dit durant la réunion. Ok, donc voilà. Maintenant, on reste toujours dans ce côté G20 et maintenant on voit que l'issue quand même du G20 a pu avoir un certain impact. Hein. Donc l'impact par rapport à quoi? Comme vous voyez, ben, réassurer un peu les investisseurs dans le Bitcoin et dans le Litecoin. Et vraiment, c'est ça maintenant. Qu'est-ce que cette assurance a? Quel est l'impact réellement sur ces deux cryptos? Donc d'un côté, tout le monde sait que Bitcoin, bah, c'est la crypto la plus connue, ainsi de suite, donc celle qui a tout le buzz, qui est sous le feu des projecteurs et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, vous voyez que cela, une réunion comme cela, ben, comment dirais-je, d'après l'auteur de l'article, hein, je dis bien ici, ça c'est d'après l'opinion de l'auteur de l'article ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça pourrait donner entre parenthèses un feu vert pour l'utilité du Bitcoin. Mais l'utilité du Bitcoin quoi au niveau ben, des transactions au quotidien. Donc en gros ça devrait être ça. Mais vous voyez que le Bitcoin maintenant se dévie et va un peu plus vers le côté stock de valeur. Donc remplacement vraiment de ce que c'est le gold digital. Et d'un autre côté ben, le Litecoin lui est vraiment là pour pouvoir être comment dirais-je utilisé au niveau des transactions quotidiennes. Hein, donc d'usage quotidien. Pourquoi ben, les transactions qui sont peu coûteuses et la rapidité d'exécution. Donc là, en gros, ben, c'est ça. Donc là, selon eux, ici, vous voyez, il a refait un petit tableau pour voir vraiment la différence entre les deux. Hein. Donc, vous voyez la date de création. Hein. Donc, le Bitcoin est arrivé 2 ans avant le Litecoin. La circulation, donc l'inflation totale, 21 millions pour le Bitcoin, 84 millions pour le Litecoin. Le consensus, donc l'algorithme exactement qu'ils utilisent. Le temps de création de chaque bloc, vous voyez, 10 minutes. Chaque 10 minutes, un bloc Bitcoin est créé. Et chaque 2,5 minutes, un bloc Litecoin est créé. Et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez un peu au niveau du halving. Donc, halving, c'est au fur et à mesure que, comment dirais-je, qu'on est en train d'évoluer, eh ben, comment est-ce que comment dirais-je, comment est-ce que les blocs vont être divisés, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus autant de blocs qui vont être, comment dirais-je, créés chaque année et la difficulté de l'algorithme va augmenter. Donc au fur et à mesure où le temps avance, ça va être de plus en plus dur de, comment dirais-je, de créer comment dirais-je, comment dirais-je, des bitcoins, ok? Donc voilà, ça c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, le reward. Donc, vous voyez, une fois qu'un bloc est créé, ben, le mineur se voit récompensé. Donc, par bloc, il se voit récompenser 12,5 Bitcoin. Et au niveau du Litecoin, c'est 25 Litecoin de récompense. Et où est-ce qu'on peut suivre toute l'activité? Bon, voilà, les différents sites qui sont mis. Et on va dire les prix les plus hauts qu'ils avaient atteint à un moment donné. Donc le prix au plus haut du Bitcoin, c'est pratiquement les 20 000 dollars en moyenne. Et là, les 366 pour le Litecoin. Et ça, c'est selon les sources du CoinMarketCap avec la market cap aujourd'hui. Donc vous voyez, là, c'est plus ou moins par rapport à cela. Mais maintenant, après, ben, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de la holding, au niveau de tout ce qui est en train de se passer pour l'utilité au quotidien, ben, Litecoin serait un meilleur choix que le Bitcoin. Pourquoi? Rappelez-vous, c'est toujours ce niveau-là, transaction rapide
et à faible coût. Donc là, c'est vraiment le cas d'utilité concrète au quotidien. Bah, là, ce pourrait être Litecoin qui remporterait la palme. Donc, vous voyez que même Amazon pourrait considérer utiliser cela. Donc, ça, ce sont plutôt des spéculations et on verra réellement quelle va être l'issue. Ok. Donc voilà, en gros, cet article parle de ça. Donc ça, c'était vraiment pour tout le chapitre G20. Et puis cela, ce dernier article ici, c'est l'opinion du, comment dirais-je, l'opinion de l'auteur. Et maintenant, on va à Wall Street. Donc maintenant, vous avez vu une opinion de personnes qui ont fait un cocktail entre eux, qui étaient là en train d'en parler, ainsi de suite. Mais maintenant, on va vraiment aller là où est l'argent. Vous voyez que eux ne sont pas investis, ceux du G20 ne sont pas investis dedans. Vous voyez que chaque gouvernement veut lancer sa propre crypto. Mais là, maintenant, on va aller à Wall Street, là où il y a des personnes qui ont des trilliards de dollars et que ces trilliards de dollars pourraient rentrer à tout moment dans les cryptos. Et là, réellement, oui, faire bouger la market cap et oui, faire réellement bouger le marché. Maintenant, par rapport à ça, on est en train de parler de ouais, que ces hauts que l'on a vus dans le stock market, donc avec le Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, les voir super haut. Maintenant, avec tous les problèmes, donc les trade wars que l'on a avec la Chine, les tweets de Trump, la politique monétaire de Jerome Powell, donc maintenant le nouveau gouverneur de la Fed nord-américaine, ainsi de suite. Lors du FOMC du mercredi, on a vu la montée des types d'intérêt. Maintenant, on est à 1,75. Ils ont monté de 25 points base, ainsi de suite. Et ils pourront encore le faire 3 fois durant l'année. Donc, on va terminer l'année avec des 2,50, quelque chose comme ça. Donc là, ce serait, là vraiment, ce sont des choses qui font quoi? Ça rend l'argent un peu plus cher. Donc tous ceux qui sont hedge funds, corporations, ainsi de suite, qui empruntent de l'argent, ils vont devoir payer un peu plus cher. Donc là, ça va avoir des impacts directs sur les marges de bénéfices, ainsi de suite. Donc là, voilà, je ne vais pas vous ennuyer avec cela. Mais maintenant, voilà, le marché est surévalué. Donc, quand on regarde les ratios PE et les earnings per share, c'est super haut. Donc, il n'y a plus trop de valeur. Donc, on a déjà exprimé tout le jus de ce marché-là. On est arrivé au max. Avec tout ce qui est en train de se passer, on pourrait rentrer dans une phase bear market maintenant. Et rentrer dans cette phase bear market-là, voilà, c'est quoi? Donc, c'est des personnes qui vont chercher à liquider leur position. Et maintenant, quoi? Remettre leur capital dans un actif 1, un stock de valeur. Et numéro 2, un actif aussi de rente variable qui pourrait leur donner du retour, vu que la rente fixe, c'est pas trop ça au niveau aussi des yield curves, donc on va dire les taux de rendement, ainsi de suite, c'est pas super intéressant. Donc ça pourrait profiter aux cryptos, vu que les cryptos sont un actif sous-évalué maintenant, qui est au sol. Et maintenant, cette injection de capital, oui, rappelez-vous, je vous parle souvent du capital, il faut savoir comment est-ce que le capital bouge d'une classe d'actifs vers une autre. Et là, maintenant, les cryptos pourraient être un choix très favorable à Wall Street. Pourquoi? Ils ont déjà eu le temps de l'étudier. Il y a eu pas mal d'actifs dérivés créés, donc des outils créés pour eux afin de pouvoir se protéger, se hedger correctement. Et d'un autre côté, le prix est au plus bas. Et ça pourrait aller encore plus bas. Donc ouais, c'est ça. Et donc là, en parallèle à cela, il y a un article que j'avais partagé avec vous, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, où on parlait d'un analyste, un chercheur de Wall Street qui avait fait un travail sur le décalage, donc le delay qu'il y avait entre le haut des cryptos et le haut du stock market, et que les cryptos étaient, comment dirais-je, avaient de l'avance sur ce qu'on allait voir, étaient plutôt le futur de ce qu'on allait voir dans le stock market. Donc arrivé au max, donc un exemple Bitcoin 20 000, et depuis là, boum, tombé jusqu'en dessous des 10 000, donc plus de 50% de correction. Et d'un autre côté, le stock market, pareil, arrivé au max et après être en train de baisser. Donc là, on y reviendra dessus demain. Donc demain, à l'heure du bit dimanche, on va réellement refaire ce parallèle. On va superposer le S&P 500 et le Bitcoin. Et vous allez voir exactement qu'il y a les parallèles. Et on voit exactement le même price action et le même patron qui est en train de se dessiner. Enfin, comme c'était avec le Bitcoin, on le voit maintenant exactement dans le stock market. Donc là, ça peut être très intéressant. Et c'est maintenant qu'on verrait un flux de capital rentrer là-dedans. On ne verrait pas le G20, mais Wall Street. Rappelez-vous, c'est l'argent qui est roi ici. Vous regardez l'argent, ce qu'il fait. Et c'est l'argent qui fait bouger le marché et non un blabla. Ouais. Ouais, ce sont les faits qui font bouger le marché et non un blabla. Vous voyez, Jimmy Dimon peut dire ouais, le Bitcoin est une fraude. Vous voyez que beaucoup de personnes, vu le nom, là je vous l'ai dit, vu le nom, vu la personne, la plus grosse banque des États-Unis, son CEO qui en parle, ça fait du buzz. Mais au même moment, il y avait quoi? La PBOC. Ça faisait déjà 2-3 ans. Depuis le début, il est en train de dire ça. Mais vraiment, ça a coïncidé avec le fait qu'il y ait l'action en septembre 2017 de la PBOC. Et il avait encore remis une couche. Lui, voilà, on a uni les deux. Et les deux, voilà, supposément vendus comme étant catalyseurs. La PBOC, oui, vu que ça a été une action musclée. Directement interdire aux personnes d'échanger leur yuan, donc leur renminbi, pour des cryptos. Donc là, oui, c'est une action importante vu que les yuan sont émis par la banque centrale, donc la PBOC, dans ce cas-ci, et interdire tout fuite de capital, et principalement via le véhicule crypto, donc d'un autre côté, le Bitcoin. Donc vous voyez que là, c'est une action musclée qui a un impact direct, et là, on le voit dans les volumes, on l'a vu.
Ouais, donc ça c'est quelque chose de fait, de concret. C'était pas du blabla pour rien. Ils sont venus, ils ont parlé, boum, ils ont agi, et là ça s'est coupé sec. Ok, donc là on a vu directement les résultats. Mais là le G20, rien du tout. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent, il n'y avait pas de capital dans le jeu. Donc vous n'avez jamais oublié que ce qui bouge le marché, c'est le capital. Il n'y avait pas d'argent dans le jeu. C'est juste un cocktail, on vient là, on s'assit, on a fait une chouette conférence, on s'est déplacé dans un endroit sympa à Buenos Aires, et voilà. Et c'est tout. Ok? Donc là, voilà, là on a fini avec ce chapitre. Maintenant, on va continuer, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe d'autre. Là, maintenant, on va à Jack Dorsey, donc c'est le CEO et fondateur de Twitter, qui est aussi le CEO et le fondateur de Square, donc la compagnie qui a eu des retours terribles depuis qu'ils ont commencé à accepter des cryptos pour leur point of sale. Donc ils vendent quoi? Des terminaux pour tout ce qui des terminaux pour des marchands. Et là maintenant, bah, pour lui, bah, le Bitcoin, comme il dit, d'ici 10 ans, ça va être une crypto, la crypto phare et leader, et ça va être la crypto de référence au niveau mondial, hein. Donc c'est ça, donc ouais, comme maintenant vous voyez qu'on a le dollar US qui est la réserve mondiale, ben pour lui d'ici 10 ans ça va être le Bitcoin qui va être cette monnaie. Donc vous voyez que c'est très 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 en faveur du Bitcoin, et donc on verra. Donc vous voyez là encore c'est une personne, un personnage important, qui a une compagnie importante, Twitter et Square et ainsi de suite. Mais vous voyez ben là ça reste juste son avis. Maintenant ben vous voyez que c'est pas sur base de ça que maintenant tout le monde va aller se ruer sur le Bitcoin et ainsi de suite. Non, vous voyez c'est un peu la même chose. Voilà, ça comparé à ce que vous avez vu avec le G20, c'est exactement la même chose. C'est juste une personne qui vient donner son avis. Point à la ligne. Il peut faire des analyses et des études, monter des graphiques qui ont l'air super bien. M0, M1, M2. Donc, ouais, je l'avais montré, je pense, dans une des vidéos vendredi, je pense, hier. Et donc, voilà. Ça n'a aucun impact sur le prix, sur la cotisation réelle. On est toujours là, vous voyez, on est toujours flat, 5%, toujours en dessous des 9000 et il ne se passe rien. OK? Donc, voilà. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des actions musclées comme celle de Wall Street, une entrée musclée, une action musclée comme celle de la PBOC, donc en Chine, en septembre 2017, et un flux de capital terrible, donc sorti de Wall Street, donc on verrait les indices nord-américains baisser, et directement cet argent aller quelque part. Numéro un des endroits, il y aurait 3 actifs qui sont là, comme on dit toujours, des actifs refuges. Numéro un, il y a le gold. Numéro 2, vous avez le yen japonais. Numéro 3, la rente fixe. Mais la rente fixe n'est pas très, comment dirais-je, elle n'est plus, je veux dire ça comme ça, elle n'est plus à la mode. Donc là, maintenant, il y aurait un autre actif qui reviendrait jouer le rôle, voler la vedette aussi au gold et au yen japonais. Ce serait quoi? Ce serait la crypto. Et les cryptos en général, principalement le Bitcoin. Mais vous voyez qu'à travers le Bitcoin, après, ben, c'est le leader de l'écosystème. Donc, qui dit Bitcoin, dit tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est à travers le Bitcoin aussi qu'on peut aller vers les altcoins. Donc, tout l'écosystème se verrait bénéficier de cela. Ok? Donc, vous devez vraiment bien faire la différence, savoir interpréter et analyser aussi ce qu'il y a dans les médias. Savoir, oui, ça a du poids. Oui, ça, c'est pas mal, c'est un point intéressant, mais ça n'a pas de poids. Pourquoi? C'est le capital qui est important ici. L'offre et la demande. Très important. Et c'est ça qui fait bouger le marché. C'est ça, comment dirais, ça se reflète sur la cotisation. G20, est-ce que dit M. Dorsey? Ben voilà, le Bitcoin, on en est là. Mais Wall Street, qui décide de faire un mouvement, et la PB aussi, ce qu'on a vu que ça a donné, on a vu ce que ça a donné au niveau du prix. Ok? Donc voilà, continuons maintenant. Maintenant, on parle un peu des premiers adopteurs de Bitcoin qui ont des problèmes à sortir réellement de leur position. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le Bitcoin dans les années 2010, 2011 et ainsi de suite, qui ont amassé des fortunes, principalement beaucoup de personnes qui venaient de la dark web. Donc c'est très important de le savoir, hein, que le Bitcoin a été originé là, donc de la dark web, beaucoup d'activités illicites et ainsi de suite. Donc oui, on le dit ici aussi dans l'article. Donc là, l'auteur de l'article a bien fait son travail de recherche, parce qu'il ne faut jamais oublier. Et là, je vous le dis, si vous ne le saviez pas, le Bitcoin a pris sa première valeur dans le darknet. Et c'est là qu'il y a des personnes qui sont devenues super riches dans les activités de vente dans le darknet. Et donc c'est là qu'il y avait quoi, des webs comme Silk Road, même les personnes qui ont lancé Silk Road, enfin la personne qui a lancé le Silk Road comment dirais-je, est en prison aujourd'hui. Et il est en train de... La peine était très lourde, hein, double sentence, sans appel, sans rien du tout. Et là, voilà. Donc là, allez savoir pourquoi. Parce qu'il y a énormément d'activités illicites et des choses illégales et qui ont eu lieu sur le darknet. Et là, au cas où vous ne le saviez pas, je vous le répète, le Bitcoin a pris sa valeur dans le darknet. Aujourd'hui, elle a émergé dans ce qu'on appelle le clearnet, dans ce que nous, on utilise nous tous les jours. Donc en gros, sachez-le, faut le savoir. On a participé à un grand blanchiment d'argent au niveau international. Donc là, il faut le savoir. Sachez-le.
Faites vos recherches, regardez ce que vous voulez, vous allez trouver cela. Le Bitcoin a pris sa valeur dans le Darknet. Et le grand blanchiment d'argent, qu'est-ce que ça a fait après? C'est toutes les bifurcations que vous avez au niveau du Bitcoin, mais après, c'est quoi? Ben, après, on commence à avoir des coins qui sont soi-disant légitimes. Donc, vous voyez après que tous les développeurs sont tous partis créer d'autres choses. Ethereum, Zcash, Monero, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Même Monero, c'est toujours créé par des hackers, donc on ne connaît pas leur identité non plus, comme Satoshi Nakamoto. Donc là, sachez-le. Faites vos recherches et vous allez arriver au Darknet. Ok? Donc là, voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc pas mal de personnes qui étaient là à cette période-là, donc qui ont des millions de bitcoins, je dis bien des millions de bitcoins qui sont super riches et ainsi de suite. Maintenant aujourd'hui, ils ont du mal à, entre parenthèses, on va dire blanchir cet argent. Et comme vous allez le voir ici dans l'article, il y en a certains même qui ont contacté des banquiers suisses pour leur dire, voilà, moi je vais pour faire des opérations OTC, donc ne pas passer par des exchanges ou comme vous voyez ici via Western Union pour pouvoir faire des envois d'argent et eux transférer les cryptos d'un wallet à un autre, ou bien passer par des cryptos un peu plus anonymes et sortir de cela. Et là, pour certains d'entre eux, c'est très difficile de le faire. À un moment donné, ça allait, c'était ok, mais maintenant, c'est super difficile de le faire. Donc là, pour toute personne qui est novice, si vous ne le saviez pas, ou même ceux qui étaient dans les cryptos, sachez-le que les cryptos, leur valeur, principalement le Bitcoin, ça a pris ses origines dans le Darknet. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui au niveau de toutes ces altcoins qui étaient créées, la plupart des personnes qui étaient derrière cela, certains sont restés anonymes, mais voilà, c'est ça. Et c'est ça, les bifurcations que l'on a eues, c'est ça. Arriver dans le ClearNet, se bifurquer, blanchiment d'argent, et on est OK. Donc là, sachez-le. Et là, le monde entier, on y a tous participé. Donc sachez-le, donc tous ceux qu'on est là en train de trader, investir, tout ce qu'on est en train de faire ici, ben c'est ça. On a donné un côté légitime et un côté propre. On a permis au Bitcoin de se laver et voilà maintenant d'être là et d'avoir des pages, des médias et d'en parler dans les grands médias, ainsi de suite. Mais sachez-le que son origine était dans le Darknet et dans le Darknet, c'est un endroit où il y avait des activités illicites et comme vous voyez Silk Road, c'était un endroit où on pouvait acheter et vendre ce que vous vouliez. Donc des armes, de la pornographie, tout ce que vous vouliez. Il y avait tout dedans, des opioïdes, en fait, des médicaments, enfin pas mal de drogues et d'autres substances illicites qu'on ne peut pas vendre, on va dire, légalement. Ben voilà, c'est là où tout a été originé. Et pour payer avec tout ça, ben, on utilisait quoi? Du Bitcoin. Ok, principalement, parce qu'il y avait aussi d'autres coins qui ont commencé à arriver à cette période-là. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est pour le niveau international. Maintenant, on continue et on va un peu plus loin. On a la NSA. Donc, vous voyez, la NSA est là. Il y a ce cher monsieur ici, Snowden, qui a sorti un rapport. Ce rapport parlait de quoi? Ben, que la NSA est en train déjà d'espionner, on va dire ça comme ça. Hein, que tous les utilisateurs de crypto, principalement Bitcoin, ainsi de suite. Donc, la NSA pouvait avoir accès donc pouvait retracer toutes les activités et l'identité des personnes opérant derrière une adresse Bitcoin, donc une public adresse et un wallet. Et donc, la NSA aurait main mise dessus et comment dirais-je, ils auraient déjà pas mal de choses au sujet, comment dirais-je, de pas mal de personnes. Et vous voyez qu'ici, on retourne à Monsieur Aldrich. Donc, oui, il faut savoir une chose. Il faut être logique. Si la NSA a un truc pour pouvoir traquer l'identité et des personnes qui opèrent avec ces wallets et depuis le Silk Road, il devrait y avoir beaucoup de personnes qui seront en prison et pas uniquement cette personne. Vu que cette personne, elle connaît, donc elle avait les adresses de tous ceux qui étaient en train d'émettre des transactions sur son site. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de données. Hein. Donc toutes les données sont gardées quelque part. Comme lorsqu'on va par exemple acheter au Carrefour, j'utilise ma carte de crédit où je paye avec du cash. Bon, si je paye avec du cash, on ne sait pas que c'est moi, mais il y a des caméras d'entrée au Carrefour. Donc vous voyez que par rapport au temps, on peut me localiser. Mais avec une carte de crédit, ben, on sait que c'était moi et ainsi de suite. On va me relier à mon compte en banque, on peut me suivre à la trace. Et ici, avec les adresses publiques, on peut faire la même chose. Donc le Bitcoin n'est pas 100% anonyme. Il y a d'autres cryptos bien plus anonymes. Le Verge, le Dash permet cela, le Zcash et le Monero. Donc voilà principalement pourquoi est-ce qu'on a cette émission durant la semaine qui parle des privacy coins. Donc fort anonymat, enfin haut degré d'anonymat et de privacité. Et là vous voyez que les rapports de la NSA peuvent outrepasser cela et arriver réellement à vous suivre à la trace. Donc là, il y a eu un leak de documents. Et nous aussi, dans le Global Crypto Research, j'avais un white paper de la NSA où il parle que la NSA, enfin dans lequel on parle que la NSA est en train d'avoir déjà de mettre sur pied déjà des projets de cryptographie et de wallet déjà en fin des années 80, début des années 90. Là, j'ai le white paper, je vais le repasser au français et on va l'étudier. Donc là, il est déjà prêt. Donc là, à partir de lundi, je vais commencer à enregistrer le Global Crypto Research. Donc on va revenir là-dessus, mais nous le prendre à la source. Donc vous voyez là, un article qui nous en parle. Ok, c'est bien, mais nous on va prendre le rapport. Et je vais le partager ici avec vous, comme ça, ben voilà, on va s'en faire notre idée, on va voir les sources, ce qu'ils ont eu, comment ils l'ont fait et quelle était l'idée principale qui était derrière cela.
Donc oui, que là maintenant ça fait pas mal de remue-ménage, hein, ça donc oui, qu'on en parle pas mal depuis qu'il y a eu ce leak qui a été fait, donc le leak des documents, là, ainsi de suite. Et donc vous voyez ici, le but c'est quoi? De pouvoir identifier les utilisateurs Bitcoin. Donc là la NSA serait cela. Donc je pense qu'il y a une histoire de 50 000 comptes, quelque chose comme ça, qui ont été monitorisés, monitorés hein, durant tout ce temps-là. Ok, donc voilà, maintenant on laisse cela et on va regarder ce qui se passe avec le Ledger, le Nano Ledger, enfin le Wallet Ledger. Et apparemment il y a je sais pas si c'est un jeune hacker, comme il s'appelle ici, ben voilà, c'est ce jeune ici, vous voyez des white hackers ici, hein, des white hat hackers, donc ce sont des bons hackers, hein, on va dire ça comme ça. Le deuxième monsieur ici qui s'appelle Salim Rachid, un jeune homme de 15 ans, a pu faire un travail d'analyse et de recherche sur le Ledger. Et donc je pense que c'est le Nano Ledger, hein. Je ne sais pas si c'est bel et bien celui-là. Ben, attendez, bon c'est le Ledger, on va dire, de wallet, le hardware wallet, et il a trouvé les failles là-dedans. Donc il dit que voilà, ce wallet n'est pas 100% sécurisé et il a émis son rapport. Normalement, comment dirais-je, la société n'a pas voulu publier son rapport et ça faisait déjà un bout de temps que le jeune homme était déjà en train de parler, pas seulement lui, mais encore d'autres personnes qui parlaient des failles que pouvait avoir ce type de dispositif. Mais là, voilà, hein, c'est encore une fois, ben, les documents ont atteint le grand public et là, la compagnie essaie de rassurer tout le monde et pour dire que oui, que pas avant, il y a eu un arrangement entre deux. Pour dire que quoi, ben voilà, que l'attaque qui a été menée, elle peut démontrer que oui, comment dirais-je, le Nano Ledger a des failles, mais en gros, ça va, il est sûr. Mais, comment dirais-je, ben maintenant, il y a pas mal d'utilisateurs. Et ici, l'auteur de l'article, il dit que oui, si tu me dis qu'il y a des failles, mais que bon, ça va, non, c'est que tu m'as pas dit que la faille est là et qu'on y est remédié. Donc maintenant, ben, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un gros problème et que la compagnie n'est pas transparente. Donc à partir du moment où il y a un problème avec un dispositif, il faut qu'on vienne et qu'on puisse le régler, puisqu'il y a des personnes qui ont confié leur holding en crypto au dispositif de cette compagnie. Et donc voilà, et même là, on va encore un peu plus loin, c'est que la compagnie avait payé une somme à toutes ces personnes-là pour mener à bien cela, et le jeune l'a refusé. Le jeune a mis cela de côté pour être 100% transparent et ne pas avoir de conflit d'intérêt. Donc voyez ici, c'est le Bounty Program Reward, hein, et le jeune l'a décliné. Donc là, voilà, pour vraiment mettre en avant la transparence et l'aspect sans conflit d'intérêt par rapport à cela. Et donc là, c'est quelque chose de très important. Et comme on voit ici, la compagnie essaie de l'étouffer. Il n'y a pas trop de news par rapport à ça. Donc là, si vous essayez de creuser, de chercher, vous allez voir que la compagnie n'est pas en train de se prononcer là-dessus. Ils disent oui, ok, c'est bien, c'est fait. On a fait ça pour voir ce qu'on pouvait augmenter. Mais donc ça voudrait dire quoi? Je suis pas en train d'essayer d'alarmer pas mal de personnes. Moi, je vous dis personnellement, je n'utilise pas le Nano Ledger. Mais il y a un dispositif qui a un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui l'utilisent. Je connais des personnes personnellement qui sont en train d'utiliser cela et qui l'ont. Mais comment dirais-je, le but, c'est de préserver ce que l'on a. Donc rappelez-vous qu'il n'y a rien de sûr ici, hein. Que ce soit l'exchange, que ce soit le Nano Ledger, ou que ce soit le patati ou le patata, il y a toujours un problème. Les hackers vont toujours chercher des failles. Donc là, sachez que tout ce que l'on a, même si on pense que c'est en sécurité, ça peut être volé. Rappelez-vous, quand on voit les films où il y a des braquages de banque, on a déposé notre argent là-bas dans un coffre, il y a un braquage et ça y est, bon, voilà, l'argent est parti. Donc vous voyez, ça arrivera toujours. À l'époque, c'était de l'argent physique qu'on pouvait aller à une banque et la braquer. Et bon, aujourd'hui, on est là et c'est nos Nano Ledger, c'est notre banque, hein, nous, hein, c'est ça, c'est notre banque privée. Et là aussi, on peut se faire braquer. Donc, faut faire super attention. Et ça, c'est un thème très sérieux et on va continuer à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser les cryptos comme étant un stock de valeur et il ne faudrait pas que des choses comme ça arrivent. Donc là, moi aussi, j'aimerais voir bien plus de, comment dirais-je, de transparence vis-à-vis de la compagnie. Et ça, c'est un thème que je le note personnellement. On va continuer à suivre ça de très près parce que là, ils n'ont pas été très clairs. Et heureusement que voilà, qu'il y a des documents qui arrivent à la surface et qu'on voit ce genre de choses. Ok? Donc maintenant, continuons. Et encore un autre problème qui est arrivé au niveau global, au niveau des cryptos, c'est quoi? C'est le problème de quoi? C'est qu'on a trouvé dans la Bitcoin blockchain du matériel pornographique et de pornographie infantile. Donc là, ça a été mis dans le blockchain. Rappelez-vous que dans le blockchain, il n'y a pas que de la valeur, donc de l'argent qui peut être des transactions monétaires qui peuvent avoir lieu. Dans le blockchain, on peut mettre énormément de choses. Vous pouvez mettre votre carte d'identité sur le blockchain, vous pouvez mettre des vidéos sur le blockchain. Ouais, imaginez-vous un artiste qui met ses vidéoclips, Céline Dion, voilà, son clip, son album, ainsi de suite. Beaucoup de choses peuvent être faites sur le blockchain. Et là, maintenant, quoi? On a encrypté du matériel pornographique, c'est des images, ainsi de suite. Et là, ça a été mis dans le blockchain. Donc, voilà.
Donc là, c'est de Guardian qu'on a parlé. Donc c'était un thème qui a fait pas mal de remue-ménage hein, durant cette semaine-ci. Mais ouais, sans causer trop de dégâts au niveau du prix du Bitcoin. Donc voilà, donc là, de Guardian, on en parlait. Et encore ici, Cointelegraph aussi qui parlait de ça. Hein, du contenu pornographique et infantile a été trouvé. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, on parle des nodes. Donc là, maintenant, on parle de ceux qui sont en train d'opérer les nodes. Est-ce qu'ils pourraient avoir un problème? Pourquoi? Il faut revenir sur ce que c'est qu'un node. Donc, vous voyez ici, un node, c'est quoi? Ce sont les points de relais. Imaginez-vous, là, tout de suite, j'ai donné un exemple sur une banque. Hein, donc, on va faire quelque chose ici. Rappelez-vous, à l'époque, on va dire que ça, c'était ma banque. Et ici, il y a 100 millions. Donc là, si on savait qu'il y avait 100 millions à la banque du coin, hein, rue de la Paix, numéro 1, un braqueur n'avait qu'à venir. Il savait le jour où il allait avoir les 100 millions, vous voyez, que comme on voit dans les films, hein, donc il a acheté quelqu'un de la sécurité, il a acheté la secrétaire qui sait que si c'est quoi, il sait, ouais, il a étudié tout, hein, donc il sait que le directeur va arriver à 8h30, qu'il va ouvrir la porte, que le coffre est ici, le temps qu'il rentre là, les caméras dans le coin, la voiture, enfin, là, joue Hollywood, donc là, on a tous vu un film pareil, et il sait qu'il y a 100 millions ce jour-là. Donc il peut venir, il prend 100 millions et il part. Pourquoi? C'est centralisé. Ok? Donc là, tout se trouve ici. Maintenant, dans le cas des cryptos, pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est décentralisé. Donc vous voyez, chaque bulle que vous voyez là, c'est un node. Donc imaginez-vous qu'il y a 100 millions. Imaginez-vous que je prends 100 euros et que ces 100 euros, je dépose dans 1 million de banques. Donc 1 million de nodes. Donc maintenant, moi, le braqueur, si j'ai envie de braquer les 100 millions, ben, je dois braquer tous les nodes en même temps. Et ça, c'est impossible. C'est ça qui fait la solidité du blockchain. Maintenant, par rapport à un node, et revenant maintenant dans le monde, on va dire crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les nodes, elles ont chacun des nodes a une copie du blockchain. Donc le blockchain, prenez ça, comme ça, c'est le livre des transactions. Et là, il y a une copie dans tous les endroits. Pourquoi? Si c'est centralisé et qu'il n'y a que moi qui ai la copie de tout le blockchain, Bitcoin par exemple, et ben, si on m'attaque moi, ben, ça y est, c'est fini. Le tout est parti. Rappelez-vous, il y avait un problème avec NEO, que NEO avait un node qui avait été atteint et ce node avait paralysé toute la blockchain, chose qui ne devrait pas arriver. Donc c'est ça. Hein. Donc là, pour braquer les 100 millions, ben, je devrais braquer tous les nodes en même temps. Et donc ça, c'est impossible à faire. Donc c'est ça la force du blockchain. C'est ça c'est ce qu'on appelle le côté décentralisé. Et les nodes, ce sont des personnes qui prêtent leur machine. Et pourquoi? Ben, pour qu'elle soit là 24/24 et avoir une copie de tout ce qui se passe dans le blockchain. Et là, ils en ont une. Donc, vous voyez que là, toutes les bulles, elles ont toutes une copie du blockchain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elles savent ce qu'il y a sur le blockchain et qu'elles en ont une copie, bon, là, qu'elles savent ou pas, ben voilà, il faut quand même savoir ce qui se passe. Maintenant, s'il y a du contenu pornographique qui est là, c'est-à-dire que ce contenu a été copié sur tous les nodes que vous voyez ici à l'écran. Donc, tous ceux qui sont en train d'opérer les nodes doivent savoir cela. Oui, ce ne sont pas eux qui valident. Ceux qui valident dans le cas du Bitcoin, ce sont les mineurs qui valident les transactions et ceux qui vont dans le blockchain, mais ceux qui ont les nodes, donc c'est-à-dire ils ont leur machine qui va récupérer une partie de toutes ces transactions et de tout ce qui était mis, de tout ce qui était validé, ben eux ils en ont une copie. Voilà, donc là maintenant c'est ça. Donc maintenant on dit, est-ce que ces personnes-là pourraient être coupables de quelque chose, d'avoir accepté d'avoir sur leur machine cela. Donc maintenant, ben voilà, là l'enquête est ouverte et donc ça aussi c'est quelque chose qu'on va suivre pour aller plus loin par rapport à ça. Parce que maintenant il faut savoir exactement ben, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la responsabilité de ceux qui opèrent les nodes. Ok? Donc voilà. Donc là c'était une explication rapide. Hein. Donc voilà, donc pour certains, si vous êtes un novice ou quoi que ce soit et ça vous a prêté à confusion ou l'explication n'a pas été assez claire, je m'en excuse déjà à l'avance. Donc là, ben voilà, faites un peu plus de recherche et d'investigation et j'ai des vidéos qui parlent du blockchain, de c'est quoi et ainsi de suite dans les archives du canal. Donc là où j'ai pris vraiment le temps d'expliquer cela. Ok? Donc là maintenant, ben voilà, c'est encore un autre article qui nous ramène encore à cela. Donc vous voyez que la news a été vraiment confirmée dans pas mal de Guardian, c'est déjà quand même un grand outlet qui parle de cela. Les Cointelegraph et ici encore Digital Trends qui parle de cela. Donc voilà. Maintenant continuons. Et qu'est-ce que l'on a? Maintenant, on va toucher au volume. On va toucher au volume des cryptos. Et c'est quoi? C'est que ici, d'après l'auteur de l'article, ici, ce qui se passe sur les exchanges, les prix que l'on a, selon lui, ce serait faux, ce ne serait pas complet. Et déjà, pourquoi? Là, il touche un point qui réellement doit vraiment nous titiller, nous tous. Rappelez-vous que lorsqu'on prend les moyennes de CoinMarketCap, ainsi de suite, CoinMarketCap avait décidé d'exclure les prix qui venaient d'Asie et principalement de Corée du Sud. Pourquoi? Rappelez-vous qu'en Corée du Sud et en Afrique, tous ceux qui opèrent, donc les exchanges là-bas, opèrent avec un premium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, vous voyez qu'on a le prix 8000. On va dire 8000, bon, le prix auquel il est, on va mettre un chiffre rond 8000. Et en Corée du Sud, en Afrique, on peut avoir un premium. C'est-à-dire que pour avoir accès à un Bitcoin qui coûte 8000, ben, les utilisateurs là-bas, les traders là-bas doivent payer entre 10, 20 et 30% en plus. Donc 10% de 8000, ça fait déjà 800 $. Donc ils pourraient payer 8800. Si c'est 20%, ben, 9600 et ainsi de suite.
pour pouvoir avoir accès à un Bitcoin. Et donc ça nous donne une distorsion dans le prix. Donc le prix n'est pas réellement réel, vu qu'il y en a certains dans une certaine localisation du monde qui payent un premium en plus. Ça dépend, ça varie, ça va entre 10, je pense que les plus hauts que ça va atteindre même c'était 40%. Il ne faut jamais oublier que eux là-bas, ils opèrent, enfin surtout en Asie, Japon et Corée du Sud, là-bas ils opèrent avec beaucoup de leviers. Donc ils peuvent avoir un levier de 10 maximum, je crois que j'ai vu que c'était au Japon, c'est du 15 à 1. Donc là non plus, il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, CoinMarketCap a décidé d'exclure ces prix lorsqu'ils sont en train de calculer leur moyenne. Donc ils se basent sur des prix qui viennent principalement d'exchanges américains et européens, latino-américains et même pas les africains. Donc voilà, donc là, et australiens, mais je pense qu'il n'y a pas trop de... Bon, l'Australie par moment on la compte comme si c'était l'Asie. Donc ouais, exclure vraiment tout ça. Donc vous voyez que là, ça nous donne le prix reflété, le prix que l'on voit n'est pas correct. Donc il y a pas mal de problèmes. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il y a eu? L'auteur de l'article ici a mené son enquête et il a fait des enquêtes avec de l'argent réel, hein, comme il dit, sur base de 50 000. Il a commencé à effectuer des ventes dans 3 ou 4 exchanges pour voir réellement quel était le temps de slippage, pour voir la profondeur du marché, voir réellement s'il y avait réellement de la liquidité. C'est quoi le slippage? Rapidement, le slippage, vous voyez qu'il y a toujours une différence. Si par exemple, je mets achat à 10 000, et je suis exécuté à 10 100 par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de prix, il n'y avait personne de l'autre côté, donc une contrepartie. Moi, si je veux acheter à 10 000, quelqu'un qui voulait me vendre à 10 000. Et il n'y avait rien du tout à 10 001, 10 002, 10 003, il n'y avait rien du tout jusqu'à 10 100. C'est ce qu'on appelle le slippage. Donc le temps, on va dire la latence, le delay qui est entre l'ordre auquel moi j'ai envie d'être exécuté et là où on m'exécute. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était de l'autre côté. Et donc là, ça arrive à 10 100. Et ça arrive énormément. Okay. Donc ça, sans prendre en compte ici le spread, hein, donc la différence entre l'offre et la demande, ainsi de suite, mais bon, le slippage ça arrive, donc là c'est un décalage au niveau de là où vous voulez, du prix auquel le prix que vous souhaitez, et là où vous êtes réellement exécuté. Et donc là, il a fait ça sur pas mal d'exchanges, et il a vu qu'il y avait pas mal de problèmes, ainsi de suite, et que par moment donné, donc imaginez-vous, hein, les effets coup de bouteille, s'il y a beaucoup d'ordres placés à un certain niveau de prix, impossible d'être exécuté et tout d'un coup ça va faire quoi? Ça va entraîner des sell-off. Donc vous ne pouvez pas être exécuté au prix auquel vous voulez et vous êtes exécuté bien plus bas. Donc là il y avait déjà des soucis au niveau de la liquidité et des soucis déjà au niveau des exchanges et réellement la manière dans laquelle ces exchanges étaient, comment dirais-je, comment est-ce qu'on gérait les fonds, la liquidité et ainsi de suite. Vu qu'il y a, il est censé avoir un market maker, pardon, comme il y a en bourse, il y a un spécialiste, c'est-à-dire que si moi j'ai envie de vendre et qu'il n'y a personne de l'autre côté qui est là pour acheter, le market maker est censé acheter. Donc dans ce cas-ci, l'exchange est censé vous acheter à ce prix. Si je mets 10 000, il est censé m'acheter à 10 000. Lui, il est censé être un pourvoyeur de liquidité. Et après, lui, il va pouvoir refaire sa transaction avec une autre personne qui veut acheter au prix auquel elle a envie d'acheter. Et là, le slippage, normalement, et tout ça, c'est pour lui. Lui, il est censé me donner un service. Donc, c'est-à-dire quoi? Je dois pouvoir acheter et vendre quand je veux. Surtout avec les cryptos, rappelez-vous, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Voilà. Et vous voyez, dans le cas de la bourse, c'est ça. Donc, il y a des spécialistes. Donc, vous voyez que on va dessiner ça rapidement. Hein. Ça, c'est centralisé. Donc, on va dire que c'est Wall Street. Ici, il y a un acheteur. Et de l'autre côté, il y a un vendeur. Donc, il y en a qui est censé faire un prix. Donc, le spécialiste ici est en train de me faire un prix. Il me fait un prix. Et donc, moi, si j'ai envie de vendre, eh ben, je dois pouvoir vendre. Le spécialiste de Wall Street est obligé de m'acheter à 10 000. Et ensuite, lui, il va revendre ça au prix auquel il a envie de le revendre à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, dans ce qui se passe ici, c'est quoi? Moi, j'ai envie de vendre à 10 000. Mais lui ne fait pas son rôle de market maker ni de spécialiste. Il n'a pas de liquidité. Il est obligé d'attendre qu'il y ait un acheteur qui veut acheter à 10 000. Et maintenant, imaginez-vous, il y a un acheteur qui a mis un ordre à 10 100. Et ben voilà, là, c'est le prix qu'il va me faire. Et ben moi, j'ai 100 € dans le bip. Voilà. Qui sont partis pour moi. Donc là, c'est pas l'idéal pour moi. Donc, vous voyez, si je veux faire de l'achat et de la vente, ainsi de suite. Donc, ouais, en gros, comprenez le mécanisme. C'est ça le mécanisme qui est en train de se passer. Donc, lorsqu'il se réfère au slippage, liquidité et ainsi de suite, là, ce n'est pas concret et ce n'est pas correct. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros problème au niveau des exchanges que la plupart d'entre eux n'auraient pas la liquidité nécessaire pour ça. Donc, il pourrait exploser. Et des cas d'explosion d'exchange, on en a déjà vu, hein, les MTGOX et ainsi de suite. Bon, là, c'est encore d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a eu un problème comme ça dernièrement. J'avais quelque chose en tête, ça vient de m'échapper. Mais bon, voilà. Vous voyez que là, ce sont vraiment ce genre de problèmes. Voilà. Le problème qu'il y avait, c'était Bitfinex avec le Tether. Vu que le Tether était censé être là pour voir de la liquidité. Mais vous voyez que de la liquidité, réellement avec quelque chose de virtuel. Hein. Donc, un Tether, c'est virtuel. Et maintenant, il disait que oui, c'est bien. Tu nous offres du Tether qui est 1 avec le dollar US. Mais maintenant, est-ce que toi, il y avait 2,2 milliards de Tether en circulation. Ils en ont encore rajouté 300 millions. On va le regarder, il y a un article qui énumère cela. Mais d'un autre côté, ils devaient prouver qu'ils avaient en holding, donc dans un compte, comment on appelle ça, des segregated accounts, donc un compte ségrégué, où il y avait 2,2 milliards de dollars. Mis là,
pour vraiment prouver que voilà, que mes Tether que j'ai mis en circulation, qui est de la monnaie virtuelle entre parenthèses, censée représenter le dollar, eh ben, que j'ai vraiment ça quelque part. Et jusqu'à présent, l'audit n'est pas arrivé. Donc là, rappelez-vous, j'ai fait la vidéo par rapport à cela. Donc ça, c'est toujours pas arrivé. Ok, donc ça, c'est un gros problème. Donc maintenant, ben, les exchanges auraient ce problème-là. Donc déjà, rappelez-vous, problème de liquidité au niveau du market maker et ainsi de suite. Donc l'offre et la demande n'est pas toujours respectée. Slippage. Et en plus de ça, on met de côté les prix qui viennent d'Asie. Et eux, là-bas en Asie, ils payent un premium. Et là-bas, ils peuvent opérer que bien plus de leviers que nous ici, en Europe et aux États-Unis. Ok, donc là, en gros problème. Bon, maintenant ici, on laisse tomber ce qui est international. On a pris beaucoup de temps pour parler de ça. Et maintenant, on va aux States. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On est en train de parler des ICO et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a? Et là, c'est monsieur Kevin O'Leary de Shark Tank, donc un gros investisseur super connu là-bas. Et maintenant, il dit que pour lui, ben, que les ICO pourraient remplacer les petits stocks, hein, donc les small cap stocks, ainsi de suite. Donc, principalement, ceux qui constituent le Russell 2000 et le Wilshire 4000 ou 6000. Donc là, ça pourrait remplacer cela. Donc là, il voit ça comme ça. Et avec tout l'avènement de tout ce qui est crypto, coin, ainsi de suite. Donc, il voit vraiment qu'il y a un futur par rapport à ça, mais que ça va remplacer ce secteur de l'économie, enfin cette section de l'économie plutôt, dans un futur très proche. Maintenant, on continue et on parle toujours ici des ICO. Donc, rappelez-vous avec tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, la SEC, toujours derrière. Vous voyez qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une réunion au niveau de la SEC, de la SEC, CFTC, ainsi de suite. Au niveau de quoi réguler les ICO. Vu que c'est un gros problème, il y a énormément d'argent qui est en train de leur passer sous la main et ils n'ont pas leur main mise dessus. Principalement, bah, c'est quoi? Pouvoir taxer cela, pouvoir réguler cela. Donc, qui dit réguler, c'est pouvoir voilà, extraire quelque chose de ça. C'est-à-dire quoi? Bah, des taxes et ainsi de suite. Donc voilà. Là maintenant on va au Wall Street Journal, donc toujours la même chose, hein. Donc les ACC vont commencer à faire quoi? À faire des investigations sur les hedge funds. Rappelez-vous que maintenant il y a énormément de hedge funds, il y a énormément de venture capitalist funds qui sont montés, et même des private equity funds qui sont montés et qui investissent dans quoi? Uniquement, exclusivement dans tout ce qui est les crypto assets, donc les ICO et les cryptos en elles-mêmes. Donc là vous voyez que ce sont des... Lorsqu'on investit dans quelque chose, vous voyez, aux États-Unis, la SEC, vous devez remplir des formes, donc des formulaires pour dire voilà, on a investi autant dans ceci, cela, sur base de telle chose, ainsi de suite. C'est telle personne qui a donné le feu vert pour l'achat. On appelle des étiquettes que vous devez faire au niveau du fonds. Et ensuite, ça doit être, comment dirais-je, placé sous forme de document. Pourquoi? Ben, les compagnies publiques en général, vu qu'elles doivent publier et on doit montrer d'où vient l'argent, on doit aussi savoir qui c'est qui a ça en holding, qui c'est qui a acheté à tel ou tel moment. Donc, vous voyez, tout ce qui se passe dans Wall Street, tout est enregistré, et ainsi de suite. Et donc là, maintenant, avec les cryptos, vu que c'est pas régulé, c'est pas la même chose. Donc là, on pourrait acheter à travers un wallet et ainsi de suite, vu que ce n'est pas régulé. Donc là, on n'a pas besoin de remplir ce type de formulaire. Mais donc, il y a énormément de flots de capital qui passent sous le nez de la SEC, donc ils savent pas comment taxer cela. Donc maintenant, on va s'attaquer aux hedge funds. Déjà, les hedge funds sont des véhicules d'investissement qui sont très peu régulés. Ils sont régulés, mais très peu. Donc, leur activité est très opaque et ils peuvent investir dans énormément de choses. Vous voyez qu'il y a une différence entre un hedge fund, il y a un mutual fund, il y a un pension fund, ainsi de suite, qui ça, c'est public. Et donc, on va dire, bon, quand c'est public, on va dire ce sont des fonds de pension, ainsi de suite. Donc, il y a quand même le gouvernement qui est derrière. Et donc là, eux, c'est des fonds dans lesquels ils mettent les retraites de leurs fonctionnaires et ainsi de suite. Donc là, on a quand même la main mise. Mais les hedge funds, non. Ok, donc voilà, donc là maintenant, eux aussi vont commencer à être régulés vu qu'ils commencent à dévier des actifs, on va dire, des actifs classiques pour aller vers ces nouvelles classes d'actifs qui n'est pas encore régulée. Donc il y a des entourloupes qui sont faites et ils peuvent profiter de pas mal de choses. Maintenant, on reste aux États-Unis et qu'est-ce qu'on en voit ici? Il y a des taxes. Maintenant, ici, au niveau des taxes, donc, vous voyez qu'on était avec la SEC, maintenant on va avec le IRS, donc qui est l'équivalent du fisc là-bas aux États-Unis. Et maintenant, ils sont en train de parler de taxes, mais des taxes sur quoi? Sur les bifurcations. Un exemple, lorsqu'il y avait la bifurcation du Bitcoin, si vous aviez 1 million de Bitcoin, c'était du 1 à 1, je pense. Hein. Donc, c'était un Bitcoin et recevoir un Bitcoin cash. Donc, si vous avez 1 million de Bitcoin, vous vous retrouvez avec 1 million de Bitcoin cash directement. Donc là, maintenant, il y a un problème. Vu que maintenant, on ne sait pas comment taxer cela. Donc, vu qu'il y a un Bitcoin Cash, là, ce qu'ils sont en train de dire, ils veulent mettre une loi qui permettrait à quoi? Rappelez-vous, il y a eu une bifurcation et directement le Bitcoin Cash a été bifurqué, mais on a donné un prix, on a donné une valeur. Maintenant, ils diraient que non, si on a donné une valeur à une bifurcation, que je sais pas, le Bitcoin valait 10 000 et il y a une bifurcation et que le Bitcoin Cash vaut 1000 par exemple, lors de sa bifurcation, il faudra payer des plus-values de gains. Vous avez quelque chose qui allait de 0 à 1000, voilà, on va payer, on va dire, je sais pas, un exemple, 30% là-dessus. Donc voilà, vu que vous avez gagné 1000 € comme ça sans rien faire, vous avez reçu un actif comme ça. Donc en gros, l'idée c'est ça. Alors maintenant, ils veulent faire en sorte que quoi? Que si maintenant il y a une bifurcation, qu'au lieu que l'actif soit né avec une valeur, qu'il apparaisse avec 0.
et que c'est après ce soit le marché qui puisse décider de cela. Pourquoi? Bah, comme ça, ils vont pouvoir mesurer la progression. Donc l'actif, imaginez-vous Bitcoin Cash à la date à laquelle il a été créé, donc bifurqué, je sais pas, au bloc numéro, je sais pas combien c'était. Il sort, sa valeur est de zéro. Et à la fin de l'année fiscale, lorsque tout le monde doit reporter, donc remplir sa feuille d'impôt, et ben là, ben, vous dites, ben voilà, il y a une bifurcation, j'avais autant de Bitcoin, et à la fin de l'année fiscale, ben voilà, il vaut autant. Et là, maintenant, il faudra rapporter cela. Donc, en gros, l'idée du IRS là-bas aux États-Unis, ben, c'est ça. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle loi qui voulait essayer de passer par rapport à ça. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, vous voyez que là, maintenant, c'est aux États-Unis. Maintenant, on fait quoi du reste du monde? Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème. Bon, voilà, là on a fini avec les États-Unis, maintenant on va dans les Américas, donc on va en Amérique latine, et là directement le pétrole. Donc là c'est un sujet fort, donc là comme vous avez vu c'est vraiment un sujet très très important. Donc le pétrole lancé, jugé illégal, maintenant le président Nicolas Maduro demande à quoi? Ben, il a commencé à créer des centres miniers un peu partout, dans les universités et dans différentes localités du pays, et il demande à la population de venir et de s'investir fortement dans le minage, dans l'activité minière du pétrole. Comme vous avez vu, moi j'ai un client vénézuélien donc, qui a travaillé dans le pétrole et il voyage constamment là au Venezuela et on a parlé longuement par rapport à ça et son avis lui par rapport au pétrole, comme il a dit, vous voyez là, c'est pas je me base pas sur ce que je vois dans un article, je me base d'une personne qui est nationale et qui est là-bas et qui a travaillé dans le pétrole. Rappelez-vous que le pétrole est baqué par un baril de pétrole et lui il me dit que c'est très mal vu et c'est très mal reçu. Ça c'est ce que j'ai moi de sources sûres internes d'une personne qui était dedans, donc pas d'un article, pas de quoi que ce soit, d'une personne là directement qui y est. Donc vous avez vu c'est qui? C'est Edu, et il me dit que là pour le moment c'est très 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 mal vu. Donc là d'un côté on a déjà ça, et rappelez-vous que l'opposition au pouvoir aussi le voit très 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 mal, parce que pour eux on ne doit pas hypothéquer les biens nationaux. Donc ça c'est un point. Là, donc là, bon, c'est un Vénézuélien parmi tant d'autres, mais je fais quand même confiance à ce qu'il me dit, puisque lui, il a bossé dedans, donc il sait exactement de quoi il parle. Donc là, d'un autre côté, les avis sont très divisés, on va dire ça comme ça. Numéro 2, qu'est-ce que l'on a? On voit que maintenant, lorsque M. Maduro, donc le président Nicolas Maduro, a lancé le pétrole, qu'il avait eu une aide et qu'il avait été inspiré et qu'il avait été aidé par qui? Par Vladimir Poutine. Donc rappelez-vous que Poutine aussi était en train de parler de faire le e-rouble, ainsi de suite. Et là, rappelez-vous, ces pays sont riches en pétrole. Donc les plus grandes réserves maintenant sont au Venezuela et ainsi de suite. Le plus grand producteur au monde, on va dire, de pétrole, c'est la Russie, hein, maintenant devant l'Arabie Saoudite. Au dernier chiffre que j'avais, si je dis pas de bêtises, 2017, dernier trimestre, je vais pas vous dire de conneries, ils étaient proches des 11 millions de barils par jour. Et numéro 2 avec l'Arabie Saoudite qui était derrière entre 9 et 10 millions, même je pense que les 8 millions, ainsi de suite. Avec les accords de l'OPEP, eux ils ne sont pas membres de l'OPEP, mais ils ont dû s'aligner sur ce qu'était l'OPEP, donc c'est-à-dire réduire l'émission de barils. C'est ce qui a favorisé aussi la hausse du prix, hein. Donc vous voyez que s'il y a moins d'offres, et qu'il y a beaucoup de demandes, ben, les prix vont monter. Donc c'est là qu'on a vu le cru passer, le cru et le Brent passer au-dessus des, enfin le WTI et le Brent Oil passer au-dessus des 60 $, donc respectivement 67 et 64 $. Maintenant, il y a quoi? Ben voilà, ils ont dû réduire de 1 ou 2 millions de barils par jour, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc maintenant, d'un autre côté, ben voilà, alliance entre pays non OPEP et puissants au niveau du pétrole. Donc selon l'auteur de l'article, il y a la mainmise de Poutine dans la création du pétrole, vu que ça peut être utilisé partout. Pourquoi? Rappelez-vous que le Venezuela, comme la Russie, souffre des sanctions principalement venant des pays de l'Ouest, donc des États-Unis. Et donc là, c'est une manière de passer outre ces sanctions, s'ils pourraient continuer à faire du business vis-à-vis du pétrole. Donc dire, tu me donnes ce dont moi j'ai besoin, je te paye en pétrole, mais mon pétrole, c'est comme un futur, c'est comme un dérivé pour mon pétrole. Donc toi, tu me donnes ce que je te paye en pétrole, mais le pétrole, il est baqué par un baril de pétrole, donc ne t'inquiète pas, il peut se passer ce qui se passe, tu vas recevoir ta livraison en baril de pétrole. En gros, c'est ça. Donc c'est pour que le pays continue à opérer, continue à recevoir tout ce dont il a besoin, principalement pourquoi? Pour ses importations. Okay, et qu'ils puissent avoir un moyen d'échange. Pourquoi? Il y a eu un défaut de paiement de leurs bons, monnaie dévaluée, et maintenant hyperinflation dans le pays, ce qui fait que personne ne va accepter des bolivars, et personne ne va accepter des bolivars, et donc que le pays vende des bolivars pour avoir des euros, donc, enfin des euros ou des dollars, personne n'en veut. Donc ils doivent pouvoir payer avec quelque chose qui a de la valeur, et de ce côté-là, c'est quoi? Ben, le pétrole qui est un proxy, hein, donc c'est l'avatar, on va dire, du baril de pétrole. Et vu qu'ils ont des réserves, et donc voilà, sur base de ça, on voit que là, il y a un gros problème au niveau du pays. Ceux qui sont dans l'opposition, on pouvait dire qu'ils sont pro-Trump et pro-États-Unis. Pourquoi? Parce que le fait d'empêcher le pays de pouvoir continuer à se ravitailler en besoins internationaux, hein, ben, c'est la population qui est punie. Donc là, vous savez tout ce qui se passe au Venezuela. Donc moi, je le sais de première source. J'ai pas mal de clients vénézuéliens. Donc comme vous avez vu, Edu, qui est là. Bon voilà, là, c'est des discussions que nous on a eues en privé lors de nos réunions. Mais voilà, il me dit exactement la situation, elle est comment et ce que lui-même a vécu et a retenu par rapport à cela. Ok. Donc maintenant, il y a quoi? Vous savez que Trump aussi,
il est venu rajouter du sien et lui, pour lui, le pétro est illégal. Il empêche les citoyens nord-américains d'opérer dans le pétro. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est quoi? Ben, n'échangez pas vos dollars contre du pétro parce que ça peut aider le régime de M. Maduro. Comme c'est le cas avec Kim Jong-un, on dit que Kim Jong-un continue à... il y a des sanctions qui ont été levées contre la Corée du Sud, mais c'est des sanctions qui n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce que les premiers partenaires commerciaux de la Corée du Sud, c'est la Chine. Et vis-à-vis du trading du trading de quoi? De charbon. L'électricité qui est produite en Chine vient de charbon et le charbon provient de Corée du Nord. Et on dit aussi que vis-à-vis qu'il y a beaucoup de hackers en Corée du Nord qui permettent, qui sont en train de perpétrer des hacks, principalement dans des exchanges de Corée du Sud. Et c'est comme ça aussi qu'ils pourraient être financés. Donc là, c'est de la spéculation. Rappelez-vous, il y avait une experte de la NSA qui est en train d'en parler dans des articles que j'ai partagés avec vous. Donc ça, ce sont toutes des spéculations ici. Ok? Mais voilà. Et d'un autre côté, avec le pétro, Nicolas Maduro, le président, pourrait continuer à faire fonctionner le Venezuela comme ça, mais Trump ne veut pas. Trump veut vraiment que lui et son administration, ils veulent vraiment que les sanctions soient dures et que tout le monde, comment dirais-je, se rallie à la cause de Trump et vraiment laisser le pays tel qu'il est, donc qui souffre. Donc en gros, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a un aspect politique, géopolitique, géostratégique derrière les cryptos. Comme je dis toujours, c'est le Forex 3.0, mais ici avec un niveau global macro terrible. Là, vous l'avez déjà vu avec la Chine. Si ça n'a pas sonné la sonnette d'alarme, que vous, comment dirais-je, que vous n'avez toujours pas compris cet aspect-là des cryptos, vous vous exposez à beaucoup de dangers. Parce que dans un monde globalisé, vous devez savoir ce qui se passe. La preuve, tout le volume de ces cryptos vient en Asie. Et je le répéterai toujours. Et maintenant, vous voyez que là, ça atteint d'autres niveaux. Donc là, vous dites, ouais, moi, je suis juste là pour investir et essayer de me faire un peu d'argent ici. Mais j'en ai rien à faire de ce qui se passe ici au niveau géopolitique et géostratégique. Désolé, mon ami, tu es dedans. Et ce que eux sont en train de faire, ça va avoir des répercussions. Maintenant que Xi Jinping est président à vie et que Poutine est encore là pour 6 ans, et je pense que lui aussi va rester là à vie en Russie, là, on va encore en voir de plus belle, parce qu'ils veulent tous ils veulent tous avoir leur régulation et leur crypto prête pour cet été 2018. Et donc là, on verra pas mal de choses. Donc cet été, il va se passer énormément de choses. Énormément de choses au niveau souverain, donc des nations, de leur monnaie fiat et de leur banque centrale. On va voir énormément de choses se passer. Ça va avoir des répercussions. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, il va y avoir des répercussions majeures dans tout l'écosystème, dans tout ce qui est marché financier, crypto y compris. Donc devises nationales, crypto et ainsi de suite. Il va y avoir beaucoup de chamboulements et c'est à partir de cette période-là, donc à partir du mois de mai, qu'on va commencer à avoir des super gros mouvements. Donc notez-le bien tous, hein, à partir du mois de mai, des gros mouvements. Je ne le dis pas seulement uniquement pour les cryptos. Rappelez-vous, le capital va commencer à aller d'un endroit à un autre. Et là, des nations souveraines, leurs devises, leurs banques centrales, et ainsi de suite, leur gouvernement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer parce que c'est là où on va dire que certaines nations puissantes au niveau du commerce international et puissantes au niveau de leur PIB et de leur ranking au niveau international auront déjà des choses clés, bien établies par rapport aux cryptos et vont le mettre en avant et vont rentrer dans le marché avec de l'argent. Donc tout ça, ça va être synchro au niveau mondial avec ce qui se passe aussi au niveau des politiques, des banques centrales, ainsi de suite. Ils vont prendre des grosses décisions. Draghi va prendre des grosses décisions au mois de septembre. La Fed aussi, en juin et en septembre, on s'attend à des grosses décisions, mais je pense qu'en juin, ils ne vont rien faire. Tout va être reporté au mois de septembre. À partir du mois de mai, on a les réunions à Wall Street et ainsi de suite. Si on continue à avoir des baisses qui vont avoir lieu juste d'ici, donc de maintenant, donc, oui, là on est dans le Q2, hein, donc maintenant avril, mai, juin, on va voir ce qui va se passer, mais à partir de cette période-là, il va y avoir des gros changements. Ok, donc voilà, donc là, maintenez ça dans vos agendas, tenez-le bien clair, que pour le moment, on va nulle part, on est dans cette zone-là, comme ça. Ok, donc là, on laisse las Américas et on va en Chine. Maintenant, on va à la PBOC, donc rappelez-vous, Public Bank of China. Rappelez-vous déjà ce qui s'est passé, donc j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui, hein, ce qui s'était passé en septembre 2017. Maintenant, ils ont changé de gouverneur, donc là, Xi Jinping a mis un nouveau gouverneur et celui-ci est favorable aux cryptos. Donc maintenant, on pourrait avoir un renversement dans leur politique. Donc maintenant, être pro-crypto, on va voir ce que ça va donner, mais ça, c'est au niveau de la régulation. Donc là, c'est juste cette personne qui a été nommée. Et maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer. On reste en Chine. Et on va prendre un peu d'avance ici. Hein. Pourquoi? Parce que là, normalement, bon, je parle des compagnies dans la partie institution. Mais ici, on va en parler maintenant. Huawei, vous connaissez tous Huawei au niveau géant des smartphones. Hein, donc, compétition avec Samsung et l'iPhone. Et maintenant, quoi? Ils sont en train de faire Ils sont en train d'essayer de collaborer avec Sirin Labs pour introduire les premiers smartphones basés sur le blockchain. Donc ça, c'est quelque chose, on va le suivre, on va continuer à en parler.
Maintenant, on reste en Chine, mais maintenant on va sur l'île, on va à Hong Kong. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, il y a des ICO et une ICO a été abolie, a été fermée, celle de Blackcell. Donc, ils voulaient lancer une ICO. Rappelez-vous que Hong Kong était favorable aux crypto, ICO et ainsi de suite. Mais maintenant, ils commencent à mettre un peu plus de régulation. Donc, ils commencent à avoir des interventions un peu plus musclées. Et là, c'était l'autorité des marchés financiers, ainsi de suite, qui était dessus et qui a aboli cette ICO. Donc là, Blackcell ICO aboli. Donc, vous voyez qu'à Hong Kong aussi, ça commence à changer. Donc on commence à voir pas mal de choses. Hein. On reste en Asie, on va en Inde maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Rappelez-vous, hein, le volume de trade. Il y en a beaucoup qui viennent d'Asie ici. Et qu'est-ce qu'on a? Le volume de trade Bitcoin a diminué. Pourquoi? Les banques sont en train d'intervenir. Qu'est-ce qu'elles font les banques maintenant? Rappelez-vous, il y avait un gros problème à ce niveau-là. Les banques sont en train de fermer les comptes des exchanges et les comptes des traders. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des comptes anonymes, des comptes virtuels, ainsi de suite. Et bien là, maintenant, on est en train de fermer les comptes des exchanges et les comptes de pas mal de traders, ce qui fait que s'ils ne peuvent pas trader, s'ils ne peuvent pas utiliser leurs capitaux pour trader, il n'y a pas de trade. S'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de volume. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de mouvement. Ok? Donc là, voilà. Maintenant, on reste en Inde et on va voir un autre cas, un cas maintenant de scam. Une femme à qui on a volé 55 000 dollars en équivalent de Bitcoin. Pourquoi? Elle avait cru, je vous le dis toujours, hein, mise en garde. Et elle avait cru à une pub qui lui disait, ben voilà, investis avec nous et tu vas avoir... voilà, elle avait investi 0,4 Bitcoin dans une, comment dirais-je, dans une firme, dans une compagnie qui promettait 12% de retour mensuel. Donc oui, un Ponzi scheme, donc un schéma de Ponzi. Et elle a investi dedans, au début elle commençait à recevoir, et tout d'un coup, boum, elle n'a plus rien reçu. Et là, maintenant, bah, ça s'est arrêté. Donc, c'était une espèce de fonds dans lequel il fallait investir. Et au début, vu qu'elle a vu que ça allait bien, ben, elle a augmenté, donc double up, et elle a commencé à mettre un peu plus. Et c'était principalement ses économies qu'elle mettait. Et à un moment donné, bon, on a arrêté de lui verser les retours et les personnes ont disparu. Plus de site web, plus rien du tout, donc voilà, tout ce qui va avec, donc voilà. Donc comme je vous le dis, ça c'est le gros problème. Beaucoup de personnes qui ne savent pas investir et qui ne savent pas, ou qui n'ont pas le temps, ouais, que tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Vous voyez que moi je me dédie à ça 24 sur 24, 7 sur 7, mais pour d'autres personnes, ce n'est pas ça. Il faut déjà le temps de pouvoir vous éduquer, ainsi de suite, et je le sais, c'est compliqué et c'est beaucoup de choses à faire, il faut beaucoup d'expérience. Ouais, moi ça n'a pas commencé aujourd'hui, il faut être bien entouré, donc vous avez vu mon équipe, on est super bien entouré, on a des banquiers, des vrais traders, de tout ce que vous voulez, des banques privées, ainsi de suite, on a tout, donc on est constamment en train d'être en contact avec ces personnes-là. Au niveau des médias, avec Bloomberg d'un côté, CNBC de l'autre, et sans compter tout le réseau de professionnels sur lesquels je peux compter, brokers, banquiers, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, ça, c'est pas l'habituel de tout le monde, c'est pas commun chez tout le monde. Donc maintenant, quoi, ben, on ferait confiance à des personnes qui ont l'air bien, hein, avec un site internet, tout ça qui est super bien, ainsi de suite, ouais, les typiques costard cravate et vous promettent des rendements terribles de ce genre-là. Pourquoi? C'est déjà mieux que les rendements que vous avez en France, par exemple, au livret A ou quoi que ce soit. Mais voilà, le gros problème, c'est ça. C'est que vous voyez que si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas d'éducation financière, tomber victime de ce genre de scam est très 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 facile. Donc là, ça arrive. Donc là, malheureusement, ben voilà, cette pauvre femme a perdu beaucoup d'argent ici. Donc voilà, je vous le rappelle aussi à tout le monde, faites super attention comment dirais-je, à tout ce que vous voyez dans les médias, donc des retours impossibles, de ci, ça, ça. Donc, vous voyez que si vous n'avez jamais opéré, vous n'allez jamais savoir ce qu'est un retour possible ou pas possible. Vous pouvez avoir ce genre de retour si vous avez pris une grosse position et hésité du bon côté de la position. Mais constamment, niet. Là, je vous le dis, constamment, jamais. Constamment, jamais. Je le répète, constamment, jamais. Jamais de jamais de jamais. C'est de la rente variable. Il y a des mois hauts, des mois bas, et les mois, il n'y a pas de mouvement. Et si ce n'est pas votre marché, vous n'êtes pas dedans. Donc, tout simplement, c'est ça. Vous voyez, moi, je viens de clôturer mon premier trimestre. Là, j'ai pris 2 semaines off pour m'occuper d'autres choses. Le trimestre a été OK. Bon, ça dépend du risque auquel vous êtes en train de vous exposer. Ben, c'est bien. Ben, après, tous les trimestres ne sont pas pareils. Donc, voilà. OK? Bon, on continue. Là, maintenant, on va dans les corporations télécom. Donc là, vous voyez quoi? Maintenant que Korea Telecom cherche à incorporer le blockchain. Pourquoi? Ben, pour la sécurité de son réseau. Donc, rappelez-vous, blockchain, c'est basé sur des nodes. Donc, vous voyez que les réseaux, ce sont des tours. Hein, donc, réseau 4G, 5G, ainsi de suite. Et là, maintenant, ils chercheraient à mettre cela sur le blockchain afin d'opérer pareil. Donc là, on va voir ce que ça va donner. C'est un projet super, super intéressant. Et on va voir ce que ça va donner là, maintenant, en Corée. Vous voyez que là, en Corée, ils prennent des initiatives. Et il y a 2 noms. Ceux qui sont avec moi vont savoir ces 2 noms que j'aime bien particulièrement. Ce nom-là, il compte sur SoftBank. Rappelez-vous que SoftBank a énormément d'argent et ils vont tout mettre pour ils sont en train de tout faire pour être ceux qui vont développer la smart economy et les smart cities. Et SoftBank a des milliards, je dis bien des milliards de dollars prêts pour ça. Et là, ils sont derrière. Rappelez-vous, SoftBank, ils sont derrière Alibaba.
et derrière encore pas mal de choses. Donc derrière la compagnie Sprint, Yahoo Japan, ARM et pas mal de compagnies Uber, ainsi de suite, c'est SoftBank qui est derrière. Ok, donc voilà, donc là, ils veulent participer à cette initiative-là aussi. Tout ce qui est blockchain, tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, Application, IoT, ainsi de suite, ils sont derrière très 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 fortement avec énormément d'argent. Bah, un exemple, hein, je vous ai souvent parlé de, vous avez vu le projet du Crown Prince Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite avec sa ville Neom, il y a SoftBank qui est derrière. Neom a donné avec le PIF, donc le PIF c'est le Public Investment Funds, donc le fonds souverain d'Arabie Saoudite, ils ont donné énormément d'argent à Blackstone, donc Steven Schwarzman des États-Unis, sur Private Equity, et d'un autre côté à Masayoshi Son de SoftBank pour développer la ville, principalement développer la ville de Neom. Donc ça ce sont ces compagnies-là qui sont derrière. Donc c'est super super gros ce qu'ils ont comme chose. Et donc là vous voyez que là maintenant la Corée du Sud veut faire la même chose et SoftBank vient à la rescousse avec des fonds. Donc là on va suivre ça, ça va être quelque chose de fort, on va voir ce qu'ils vont faire. On reste en Corée du Sud maintenant. Et qu'est-ce que vous avez en Corée du Sud? Régulation, régulation et régulation. Toujours quoi au niveau des cryptos et des comptes bancaires. Et maintenant, on veut quoi? Plus de l'eau au niveau du AML. Donc, anti-money laundering et les KYC qui vont de pair. Donc, Know Your Customer. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, dernièrement, nous qui opérons avec Bitstamp, on a reçu des lettres maintenant du KYC. Donc, Know Your Customer. Avec avant, vous pouvez monter un compte rapidement. Et ben maintenant, on demande des Know Your Customer. Donc, on peut vous demander des documents, qui vous êtes, ainsi de suite, ce que vous faites, votre travail, vous avez combien d'argent, ça fait combien de temps que vous opérez, pourquoi vous utilisez ça, ainsi de suite, tout ça. Et le anti-money laundering, ben c'est ça, anti-blanchiment d'argent. Donc, ça fait quoi lorsqu'il y a de anti-blanchiment d'argent? Tout ce que vous transférez entre votre compte bancaire et le compte de l'exchange, tout ça va être monitoré maintenant. S'il y a un truc qui a l'air suspicieux, Alt le haut là et on vous déclare en France quand vous avez le TRACFIN, et ben voilà. Donc là, ça va avec, ça va de pair. Ok, donc là, voilà que là, des pays qui étaient Bitcoin friendly et crypto friendly, vous voyez que ça commence à changer. On va au Japon maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Ben, au Japon, là, on en parlait déjà, je en avais déjà parlé la semaine passée, ou lors d'un article au courant de la semaine, qui a eu quoi? Ben, il y a une rencontre entre les régulateurs et les banques centrales. Pourquoi? Ben, pour commencer à développer, oui, ils ont fait ça en douce, hein, développer quoi? Ben, un projet blockchain pourquoi? Ben, pour la banque centrale. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Régulation, nouvelle loi, exchange, les banques, comment elles vont commencer à opérer, et bien sûr quoi, un yen, donc une crypto yen, et pourquoi pas, et encore pas mal de choses. Donc là maintenant c'est blockchain et comment ils vont pouvoir intégrer le tout sur le blockchain et comment cela va être développé. Donc là vous voyez qu'il y a des grandes entités, donc l'agence de la sécurité des marchés financiers, donc la FSA, plus la banque centrale japonaise, et encore pas mal d'autres spécialistes, et le tout réuni pour travailler autour de quoi? Ben, de ce projet blockchain. Donc là, ça continue. On reste au Japon. Japon, rappelez-vous, CoinCheck, l'exchange. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben maintenant, vous voyez que la NEM Foundation il y a eu le vol hein, de NEM perpétré sur l'exchange CoinCheck. Et ben maintenant, ben quoi? Ils décident, ben ils arrêtent. Donc ils vont pas plus loin. Vous voyez qu'ils essaient de retracer les NEM qui étaient volés et voir un peu où ça avait été. Hein. Et maintenant, ben, on se rend compte que quoi, ben, les hackers, ben, voilà, ils ont réussi à fuir avec tout. Donc là, c'est fini. Donc on va pas pouvoir les retrouver. Donc maintenant, l'exchange avait énormément de problèmes. Attaqué en justice par des clients. Et ils ont déjà commencé à rembourser. Maintenant, vu qu'il s'est passé cela, ben, ça a alerté les autorités et ainsi de suite. Donc plus de régulation, plus de contrôle et des investigations un peu plus poussées qui vont être faites. Hein. Pourquoi? Ben, tout ça, c'est au niveau de quoi? Ben, de la sécurité des exchanges et encore pas mal de choses. Comment est-ce que ça a pu avoir lieu? Donc là, ça a ouvert la porte à pas mal d'autres choses. Maintenant, on reste au Japon et on a Binance. Donc, vous voyez que par rapport à cela, par rapport à ce qui s'est passé, donc vous voyez que maintenant qu'il y a des régulateurs qui commencent à montrer le bout de leur nez, ils vont dans tous les exchanges. Binance, qui est l'exchange le plus populaire et le plus grand et le plus profitable au monde, n'y a pas échappé. Et vu ce qui est en train de se passer, ils pensent bouger du Japon pour aller à Malte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en gros les répercussions qu'il y a eu. On reste encore au Japon. Et qu'est-ce que l'on a ici? Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ah oui, des hacks. Donc oui, on reste au Japon, on voit qu'il y a eu énormément de problèmes de hacks. Donc là maintenant, d'après les autorités, hein, donc d'après le Nikkei, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit que les Japonais qui avaient des cryptos en wallet, en exchange, quoi que ce soit, ils ont subi des hacks et au total, il y a eu un 6,2 millions de dollars en valeur de crypto qui a été volé en 2017. Et vous voyez qu'il y a 149 cas. Qui ont été ouverts, donc énormément de problèmes par rapport à ça, donc bien principalement hein, le Bitcoin et tout ce qui s'est passé, donc tout ce qui a
En gros, vous voyez que tout ce qu'il y a maintenant au niveau de la montée du Bitcoin, les exchanges et les cryptos super connus, ben, rappelez-vous, comme je dis toujours, au fur et à mesure où on a quelque chose qui est super connu, le hack va continuer à monter. Donc vous voyez que je fais souvent le parallèle entre la montée des cryptos et la montée du hack. Donc c'est l'ETF de l'indice de cybersécurité et des cyberattaques, ainsi de suite, et cela ne va pas arrêter. Et principalement, bah, la palme a été remportée par CoinCheck, comme vous voyez ici, 530 millions. Donc, et une grosse somme qui a été volée. Et ça va continuer. Et maintenant, le Japon, qui est le pays le plus friendly au niveau des cryptos, ben, c'est là où il y a beaucoup d'attaques. Rappelez-vous que quoi, là-bas, les personnes opèrent avec beaucoup de leviers. Donc, elles peuvent acheter bien plus de cryptos qu'elles n'ont. Donc, si j'ai 1000 euros, ben, je peux avoir 10 fois 1000 euros. Donc, 1000 euros, entre 10 et 15 fois, ben, piloter 15 000. Donc, si j'ai 1000 euros, je peux acheter un bitcoin entier. Donc, imaginez-vous cela. Donc là, on fait énormément de choses, hein. Ou bien 1000 euros, qui est le prix, on va dire plus ou moins comme ça, hein, du bitcoin cash, et ben, je peux en acheter 15. Je peux m'en permettre un, mais je peux en acheter 15. Donc, imaginez-vous, ça fait quoi? Ça fait d'énormes volumes, ça. Maintenant, on laisse l'Asie et on va au Japon. Et qu'est-ce qui se passe? Pardon, on laisse l'Asie, on va en Europe. Et là, on va en Russie. Et rappelez-vous, en Russie, il y avait un problème entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord au sujet d'un bill. Donc, un bill, c'est un projet de loi qui devait être passé sur les digital assets, donc les actifs, donc tout ce qui est crypto-assets. Donc, ouais, eux, là-bas, ils le classent comme étant quoi? Ben, des actifs digitaux. Et maintenant, ben, enfin, ils ont réussi à se mettre bien. Donc, principalement, le problème était entre la Banque centrale et le ministère des Finances. Rappelez-vous que le président Poutine, avant les élections, il avait dit qu'il voulait que tout soit fait pour juin-juillet 2018. Maintenant qu'il est réélu, eh ben, il devait réellement trouver quelque chose et faire les choses rapidement parce que voilà, il veut que son projet soit fait. Maintenant qu'il est revenu au pouvoir, enfin qu'il reste au pouvoir, donc ça doit être fait. Et donc là, voilà, il fallait trouver un terrain d'entente et là, c'est fait. Donc là, on va voir exactement ce qui va se passer. Donc en Russie, les choses sont bien. Donc vous voyez, activité minière, ICO, digital asset, régulation, loi, législation, taxes, ainsi de suite. Tout ça devait être mis sur pied et maintenant, ça y est, c'est fait. Maintenant, on va où? On va en Grande-Bretagne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vu le succès des cryptos et l'explosion des cryptos, qu'est-ce que l'on voit maintenant? Le gouvernement est en train d'étudier les cryptos. Voilà, tout simplement. Vu que là, maintenant, c'est inévitable, ils ne peuvent plus rien faire et c'est ça. Et en rapport à ça, encore une autre news, Coinbase, rappelez-vous l'exchange de San Francisco, super grand aux États-Unis, qui opère l'exchange, Coinbase, c'est le wallet et la compagnie qui opère l'exchange GDAX, maintenant viennent d'avoir un deal en Grande-Bretagne et je crois qu'ils ont ouvert un compte avec Barclays, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc avec la pénétration, donc là on leur permet d'opérer là-bas. Maintenant, on va à l'Union européenne et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a le ministre des Finances ici, enfin de l'économie, hein. Vous voyez que là, on a un nouveau qui est ici. Avant, on avait des Guindos, mais des Guindos, lui, il est parti à la ECB, donc être le vice-président là-bas, donc être le numéro 3. Il y a Monsieur Draghi, Monsieur Curé, je pense, et maintenant, ça va être lui ou bien non, c'est pas Monsieur, je pense que c'est Monsieur Curé qui est parti. Il y a un autre, un autre, j'ai oublié son nom, c'est un Portugais qui est là, qui est numéro 2 derrière Draghi. Et maintenant, il y a des Guindos, donc l'Espagnol qui est là-bas, qui était l'ancien ministre de l'économie qui allait là-bas. Et maintenant, celui qui a repris sa position. Pour lui, quoi, ils sont en train d'attendre qu'il y ait quoi? Qu'il y ait, comme ils disent ici, un accord global au niveau des cryptos. Enfin non, ils ne vont pas attendre qu'il y ait un accord global au niveau des cryptos. Et je pense qu'il a raison. Mais là, ça pose un gros problème. C'est que d'un pays à un autre, il va y avoir des problèmes. Et donc, ça va forcer à des migrations. Peut-être pas des particuliers, mais des entités et des fonds, ça va forcer le capital à bouger. Vous voyez que lorsqu'il y a beaucoup de régulation, le capital aime opérer dans un environnement qui est pro-capital, donc pro-capitalisme, hein, et où il n'y a pas trop d'histoire. Donc laisser vraiment évoluer comme il veut. Dès qu'il commence à avoir trop de régulation, le capital bouge. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, on laisse l'Espagne et l'Union européenne et on va un peu plus haut dans les pays scandinaves et on va en Norvège. Et maintenant, rappelez-vous, il y a Bitfury, donc ça c'est un grand pool minier basé à San Francisco. Maintenant, ils ont été en Norvège et ils vont ouvrir une opération minière aussi là-bas. Et un data center, donc mining firm, pour 35 millions, donc un investissement de 35 millions de dollars là-bas. Et le gouvernement leur a donné la bienvenue. Donc, vous voyez pourquoi là-bas, un pays scandinave, le froid et ainsi de suite. Donc, c'est des conditions optimales pour une opération minière là-bas. Alors voilà, maintenant on a fini avec l'Europe et maintenant on va dans la dernière ligne droite de l'émission ici et on va dans quoi? On va regarder les banquiers et on va commencer avec JP Morgan. Rappelez-vous que JP Morgan a déjà sa blockchain privée qui s'appelle Quorum. J'en avais parlé lors de l'émission du Zcash et de l'Ethereum qui est fait quoi? Quorum est basé sur l'Ethereum blockchain et utilise le Zcash pour le côté anonymat, le côté privé des opérations. Maintenant on est en train de parler qu'il pourrait y avoir
possible spin-off. Qu'est-ce que ça veut dire un spin-off? Vous voyez que là, le Quorum pour le moment s'opère au sein de l'entité JP Morgan et cette plateforme a un énorme succès et réellement super bien utilisé et tout se passe sans problème. Maintenant, le spin-off qu'il pourrait faire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il pourrait se défaire de cela. Faire en sorte que Quorum soit une entité à part entière et qu'elle n'opère plus au sein de JP Morgan. En gros, ça veut dire quoi? Ou il pourrait le vendre à une autre entité, ou Quorum pourrait être une autre compagnie qui va opérer de manière indépendante. Vous voyez, et qu'elle n'opère pas au sein de JP Morgan. On va vraiment dissocier les deux. Et donc, on va voir ce qu'ils vont faire pour voir, parce qu'il y a une grosse partie de leur équipe qui ne serait plus, on va dire, employée de JP Morgan, mais maintenant, ils ne savent pas comment ils vont faire la transition. Donc, en gros, pour le moment, c'est ça. Donc, vous voyez, comme le dit ici, cette plateforme pourrait être maintenant une entité indépendante à part entière. Donc, en gros, c'est ça, mais le Quorum a été un gros succès. Maintenant, on continue et on va à Coinbase. Voilà, là, je pense que c'était en relation avec ce qu'il y avait en UK. Voilà, c'est ça. Hein. Coinbase révèle son partenariat avec Barclays, donc avec la banque d'investissement, qui va leur permettre d'opérer donc compte bancaire et ainsi de suite là-bas en Grande-Bretagne. Donc, ouais, c'est ça. Donc, acceptation maintenant en Grande-Bretagne et maintenant, voilà, avec Barclays comme banque. Maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on a? Maintenant, il y a les crypto hedge funds. Vous voyez que de plus en plus de hedge funds qui opéraient dans les actifs traditionnels, donc bons d'État, la bourse, et ainsi de suite, etc., le gold et les devises, maintenant passent aux crypto. Donc beaucoup de personnes le font, donc même personnellement aussi, comme vous voyez bien, j'ai rebalancé tout ce que je fais au niveau du cryptotech. Donc j'ai investi dans les cryptos et d'un autre côté aussi dans des compagnies qui sont en orbite autour du blockchain et donc pas mal de choses, hein, sous-jacents et dérivés. Et donc vous voyez que si moi je le fais, vous voyez que maintenant Wall Street aussi, il y a énormément de crypto hedge funds qui commencent à aller là-dedans. Et comme on dit, ils vont réussir, même si le Bitcoin n'est pas là. Même si le Bitcoin finit par ne pas fonctionner ou quoi que ce soit, ils vont rester dedans. Pourquoi? Parce qu'ils opèrent dans pas mal de Dans pas mal de ICO, ils opèrent dans pas mal de compagnies qui sont en train de développer le blockchain. Et avec le Bitcoin, le Bitcoin, c'est le côté transaction du Bitcoin blockchain. Le Bitcoin ne pourrait ne plus être là, mais la blockchain du Bitcoin va rester. Donc, ouais, c'est ça, le DLT, hein, Distributed Ledger Technology, ça va rester. Donc, son nom commun, c'est le blockchain. Mais avec le blockchain, on peut faire pas mal de choses, comme vous avez vu au début d'émission. On peut mettre des images. Bon, malheureusement, ici, c'était des images pornographiques qui étaient mises dessus. Mais il y a bien plus qui peut être rajouté. Donc là, peu importe. Le projet blockchain reste un bon projet et peu importe ce qu'il y a dessus. OK? Donc, voilà. Donc là, maintenant, on continue. Et on va maintenant à Twitter. Donc là, on a vu Jack Dorsey au début avec Square qui parlait de Square, pardon, qui disait que oui, que le Bitcoin, ça va être le plus gros truc au niveau monétaire dans les 10 prochaines années. Et maintenant, il revient sur quoi? C'est pour dire que maintenant, on va bannir toutes les, comment dirais-je, toute pub reliée aux crypto. Donc CFD, options binaires, exchange, fonds, ICO, tout ça, ça va être bougé. Mais là, avec une variante, hein, c'est quoi? Tout ce qui est légitime, d'entité légale est bien, ok, mais tout ce qui est de monsieur et madame tout le monde et tout ce qui nous paraît être une fraude, si nos algorithmes détectent un problème, virez. Donc vous voyez qu'ils suivent les pas de Google et de Facebook. On continue. Maintenant, on a quoi? IBM aussi en train de lancer son blockchain. Pourquoi? Là, bon, rappelez-vous que IBM, ça fait longtemps, ça fait au moins 5 ans qu'ils bossent dessus, hein, qu'ils bossent sur le blockchain. Vous voyez, comme il dit ici, au minimum 3-4 ans, donc ça fait bien 5 ans qu'ils bossent dessus. C'est pour ça que la compagnie a été fort ralentie. Et ils sont en train de bosser dans le projet Hyperledger. Et en gros, c'est quoi? IBM, c'est une compagnie qui sert de data center. Donc données et infrastructures, donc tout ce qui est la tuyauterie. Eux, en travaillant dedans, un exemple, IBM travaille derrière des entités comme toutes les banques, hein, tout ce qui est Wall Street, IBM travaille derrière pour tout ce qui est l'infrastructure, pour les données, ainsi de suite. C'est la technologie d'IBM qui est utilisée. Des grosses banques, Visa, Mastercard, tout ça, c'est IBM qui est derrière. Alors maintenant, eux voudraient être derrière le blockchain pour, comment dirais-je, s'assurer de la solidité du blockchain et que tous ceux qui sont en train d'opérer dans n'importe quel secteur de l'économie, dans n'importe quelle industrie, puissent opérer sur leur infrastructure et le tout en étant bien. Donc eux aussi, c'est un acteur principal dans tout ce qui est blockchain et comme vous voyez, ils sont déjà en train de développer leur Hyperledger et être derrière. Donc là, c'est une... comment dirais-je, c'est quelque chose de très gros, hein. Donc vous voyez que leur Hyperledger, ça fait énormément de choses, hein. Donc comme vous voyez ici, les proof of work, les permissions, licensing model, ainsi de suite. Donc là, au niveau des plateformes qu'ils sont en train de développer, ça va être quelque chose de grand. Et rappelez-vous, il y avait déjà un accord entre IBM et Merck au niveau de ce qui est la supply chain, donc tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, ainsi de suite. Donc vous voyez que les gros bâtons containers, les produits pharmaceutiques, la nourriture, donc vous voyez que Walmart qui est rentré aussi dans le pilote, dans ce projet pilote, ainsi de suite. Et on en avait parlé brièvement dans le Global Culture Research, donc dans le premier. Et donc là, ce serait pas mal de choses qui seraient en train de faire aussi. Les identités. Donc vous voyez que j'avais parlé d'une
je vous avais partagé ça avec vous déjà lors d'une des vidéos. On voyait ce projet avec le IOTA, IBM, Microsoft et pas mal de compagnies comme ça qui allaient développer des cartes d'identité pour le gouvernement, mais le tout mis sur le blockchain. Donc ouais, cette infrastructure-là, ce développement-là, en partie serait aussi appuyé par IBM. Et donc là, vous voyez qu'IBM ici est en train de parler de ça, hein, de la chaîne d'approvisionnement, ainsi de suite. Et donc là, au niveau des produits pharmaceutiques et ainsi de suite, donc vous voyez des counterfeits, donc tout ce qui est des contrefaçons. Rappelez-vous, IBM est en train de travailler là-dessus, mais il y a une compagnie qui fait cela, c'est VeChain aussi qui s'occupe de cela, vous voyez, de tout ce qui est comment dirais-je, toute cette supply chain, hein, comme on dit. Donc là, ça peut toucher toutes les industries. Et donc là, vous voyez en gros ce qu'IBM est en train de faire. Donc là, c'est directement, ça vient de IBM Recherche. Et donc vous voyez exactement quelle est la chose. Donc là, vous avez vu que l'article en parle, mais là, IBM eux-mêmes vous disent exactement ce qu'ils sont en train de faire. OK? Donc voilà. Hop là, maintenant continuons. On a vu IBM. Et là, maintenant, on revient à ce qu'on a vu au début. Hein. Donc là, voilà, on ne va pas s'attarder dessus. Ça, c'est M. Mark Carney, donc le gouverneur de la BOE, Bank of England, avec son discours au FSB pour dire qu'au G20, que, voilà, que les cryptos ne posent pas de problème à l'économie mondiale. Pourquoi? Ça, je vous l'ai montré hier vendredi par rapport au M0, M1 et M2. C'est moins de 1% de tout cela, donc c'est même pas important. La market cap est insignifiante. Donc voilà, ça, on avait déjà vu ça. Donc ça, on peut le passer. Maintenant, on va finir avec d'autres entités. Mastercard, et vous voyez que Mastercard, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mastercard, Mastercard, on voit, ils sont très contents d'utiliser les cryptos. Vous voyez qu'ils ont banni l'utilité de pouvoir financer les comptes de trade via les cartes de crédit et débit Mastercard. Visa aussi a fait pareil, mais par contre, ils veulent bien soutenir les cryptos émises par un gouvernement, donc par une banque centrale. Ok, donc là, rappelez-vous, c'est les CBDC, Central Bank Digital Currencies. Donc là, eux, ils sont prêts à être dessus. Donc, vous voyez, vraiment soutenir une coin qui serait émise par le gouvernement et 100% régulée et ainsi de suite. Ok, donc là, voilà. Donc par rapport à ça aussi, on va aussi étudier le white paper de la BIS qui parlait des cryptos. Donc là, je l'ai. Donc là, ce sera dans le Global Crypto Research. Et maintenant, BitMEX, rappelez-vous l'exchange qui a été créé par d'anciens traders de la Citi, enfin de Citigroup et de JP Morgan et ainsi de suite, basé à Hong Kong. Et maintenant, ils ont fait un travail de recherche sur le Tether. Vous voyez que Tether, c'était il y avait un gros problème par rapport à ça. Et le problème au niveau de l'inflation des Tethers qui étaient en circulation et ainsi de suite. Et quelle était la banque qui était derrière Tether. Et rappelez-vous, hein, je vous ai partagé dans la vidéo que la boîte qui était censée faire l'audit des 2,2, enfin maintenant c'est 2,5 milliards de Tether avait jeté l'éponge. Et maintenant, on s'est rendu compte que Tether et Wells Fargo avaient fermé leur compte. Ils avaient un pourparler avec ING, mais maintenant on se rend compte que d'après les recherches de BitMEX, ils sont au Puerto Rico, et c'est là-bas qu'ils ont ouvert un compte avec la banque, une banque qui s'appelle Noble. Et maintenant cette banque-là, ils se sont approchés auprès d'eux pour demander est-ce que Tether via Bitfinex aurait bel et bien des comptes là-bas. La banque ne peut rien dire, pourquoi? Secret bancaire et ainsi de suite. Donc voilà, c'est là-bas qu'ils auraient trouvé refuge. Et cette banque-là, Noble Bank, avait déjà pas mal de problèmes au niveau de quoi? Pas mal de problèmes déjà dans le passé, donc pas mal d'histoires. Et maintenant, on se rend compte que lorsqu'on étudie les rapports de la banque, on voit qu'elle a eu en fin 2017, elle a 3,3 milliards. Et maintenant, on se dit, là, selon eux, ça peut correspondre à ce que l'on a vu. Hein. Donc, une forte montée dans le dernier trimestre. Et là, ça correspond à ce qu'il y a, vu qu'il devrait avoir 2,2 milliards pour le Tether, plus encore 300 millions, donc 2,5 milliards de Tether, et puis encore d'autres choses qu'ils ont pu calculer, et donc des 1,4 milliards en outre de pas mal d'autres choses. Donc d'après leur rapport de recherche, eux, ça confirme réellement que le Tether, ce serait là-bas qu'ils auraient leur compte bancaire, mais maintenant, il faut voir sous quelle forme le tout est fait, et est-ce qu'on peut réellement être audité. Est-ce que ça peut réellement être audité? Donc là, c'est à Tether maintenant, c'est de Bitfinex qui opère de Tether, d'ouvrir les portes à l'audit, pour que tout soit transparent. Et voilà, maintenant, par rapport à ça, on voit que Tether a encore rajouté, donc rappelez-vous, il y avait 2,2 milliards de Tether en circulation, maintenant on en rajoutant 300 millions, donc ça fait 2,5 milliards de Tether en circulation. Donc voilà, on a encore l'inflation continue, mais maintenant, rappelez-vous, ils doivent maintenir la parité, donc le 1 à 1 avec le dollar US, et maintenant, on attend toujours de voir l'audit. Donc là, supposé, on a la Noble Bank Puerto Rico qui est là, mais maintenant, on va voir si réellement, on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Hein. Il y a encore pas mal de problèmes ici, pourquoi? Parce qu'on disait que réellement c'est via le Tether qu'on manipule le prix du Bitcoin, mais bon là, moi personnellement, je ne sais pas. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de spéculation dedans, il faut voir comment et pourquoi. Donc là, voilà, c'est quelque chose
Ouais, je ne suis pas spécialement le Tether, mais je suis quand même investi dans le Bitcoin. Donc, s'il y a des personnes qui s'amusent avec ce genre d'actifs à influencer le prix du Bitcoin, bah, il faudrait que je le sache. Donc là, c'est mon devoir de faire plus de recherches par rapport à ça. Et donc là, je vous tiendrai au courant. Ok? Donc ça, c'est un truc que je pense qu'on va faire de plus en plus. Au moins une fois par mois, il y aura un spécial Tether hein, pour suivre tout ça. Parce que là, quand j'ai vu ça, que c'est avec ça qu'on pouvait manipuler le prix du Bitcoin, je me suis dit, oh, tiens. Donc Bitfinex, j'aime bien, j'ai un compte là-bas, mais si ils continuent à faire des trucs qui sont pas nets comme ça, c'est pas cool. Vous voyez que voilà, nous on vient pour opérer, on met notre capital, on prend du risque, et c'est ça, hein, peu importe la chose et l'endroit où on met notre capital, ça vient avec toujours des risques. Donc ouais, ma politique c'est no confiance, confiance et tolérance zéro, mais il faut pas jouer avec le capital des gens comme ça. Donc c'est aussi à nous, hein, donc à moi, à vous, nous tous, notre devoir de s'assurer qu'on sait bien, qu'on mesure bien les risques hein, des entités avec lesquelles on bosse. Et donc voilà, moi si je vois qu'il y a trop de risques ou quoi que ce soit, ben voilà, hein, je bouge mes fonds de là et je préfère opérer avec autre chose. Ok, on va dire qu'il y a des risques aussi, mais où il y en a moins qu'avec le Tether. Ok, enfin qu'avec le Tether ou Bitfinex ou quoi que ce soit. Parce que imaginez-vous quelque chose se passe mal, un audit ou quoi que ce soit. Bitfinex c'est un exchange qui est important, qui est bien connu, qui a une forte réputation, qui est très réputé. Quelque chose qui se passe mal, il y a un risque systémique ici. Ça va perturber ce qui se passe. Si une chose pareille éclate au grand jour et que c'est vrai, supposons que ce soit vrai, il y a toujours un gros pourcentage de chances que ce soit vrai, ça met en péril pas mal d'opérations. Donc déjà, nos investissements et pas mal de choses que l'on fait, et ça va impacter directement le prix du Bitcoin et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est très important, c'est pas des choses à prendre à la légère. Ok? Maintenant, on reste dans Wall Street et les institutions et on va à Morgan Stanley. Et Morgan Stanley, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore une fois? On remet une couche, comparer le Bitcoin avec l'explosion de la bulle du .com. Là, pour ceux qui n'ont pas connu, 99, 2000, 2001, Nasdaq, toutes les compagnies qui étaient là, toutes les compagnies .com, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, Apple.com, Microsoft et toutes ces compagnies-là, toutes les compagnies tech. Massive injection de capitaux, spéculation plus haut que la lune. Et après, ben voilà, la bulle a explosé et là, ce qu'on a eu. Donc maintenant, ben, là, Morgan Stanley, encore ses analystes, en train de comparer quoi? En train de comparer, ben, vous voyez, le Nasdaq Composite et le Bitcoin. Donc voilà, donc exactement, c'est exactement le même graphe. Donc la chute, voilà, elle peut continuer. Donc vous voyez ici, hein, 99, 2000, on avait atteint le max et la bulle a explosé et la baisse. Donc vous voyez que c'est exactement le même graphique. Vous voyez ça, j'avais déjà fait pas mal de comment dirais-je, pas mal de vidéos hein, lors des bits dimanche où je faisais le parallèle entre les deux. Donc vous voyez que là, bah, il continue encore avec cela. Donc voilà. Ok. Donc là, c'est exactement pareil. Alors maintenant, on continue. Donc voilà, là c'est la vidéo qui appuie cela. Donc là, je vais vous laisser profiter de la vidéo. C'est exactement la même chose, mais là maintenant mis sous graphique. Maintenant, on va à notre dernier article et ici, on va à Bittrex. Et donc, rappelez-vous, la semaine passée, je vous parlais de Bittrex qui avait viré 82 altcoins de sa plateforme. Rappelez-vous que je cherchais à avoir la liste, je ne la trouvais pas. Et ici, ben voilà, ils ont entendu et ils ont mis la liste. Donc, ça, ce sont toutes les cryptos qui ont bougé de leur exchange. Et principalement, lorsque je regardais, il n'y a aucun nom. Il y a, voilà, ce sont des altcoins, voilà, des cryptos qui ne servent à rien. Donc pour eux, ce sont des projets qui n'auront pas d'avenir. Et donc voilà, donc des cryptos que même moi, je ne connaissais pas. Et donc c'est ça, hein. C'est bien d'avoir beaucoup de cryptos, mais s'il n'y a pas de liquidité, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande pour ça, ben voilà, on se met des problèmes pour rien. Donc c'est ça aussi, hein. Il faut rester dans des cryptos qui sont bien capitalisés, où les projets sont bons. On voit qu'il y a quand même de l'engouement par rapport au public, donc on va dire aux retail traders, donc on va dire au grand public, mais aussi par rapport aux investisseurs, parce que quand il y a de l'offre et de la demande, il y a de l'argent, vous savez que c'est liquide. Donc c'est quoi? Savoir que vous pouvez acheter quelque chose et il y aura toujours quelqu'un, le jour où vous voulez le vendre, il y aura quelqu'un qui va être là pour l'acheter. Et même, comme je vous ai montré, le problème de liquidité qu'il y avait au niveau des volumes, que l'entité elle-même doit faire son travail de market maker, donc vous ouvrirez un marché, si vous voulez vendre et qu'il n'y a pas de contrepartie, ben eux doivent avoir la liquidité pour l'acheter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un actif qui est liquide et qu'il y aura une demande pour cela, ils vont pouvoir le revendre à quelqu'un d'autre par après. Donc là, c'est ça aussi qui est très important. Et par rapport à aucune des cryptos que je vois ici, donc CRE, BT, je ne sais même pas c'est quoi. Donc voilà, comme le Draco, je sais pas c'est quoi, DTC, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, donc là, s'il n'y a pas de demande par rapport à ça, ils ne vont pas prendre du risque par rapport à ce genre de crypto. Ok? Donc voilà, donc là, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait notre crypto rapport du samedi, donc là, on a pris 1h30 hein, pour expliquer le tout. Et donc là, vous savez déjà où vous pouvez me retrouver au www.jitume.com. Donc n'oubliez pas que vous avez tous les services et les solutions.
Comme vous le voyez exactement, donc rappelez-vous, l'éducation financière, c'est très 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 important. Donc rappelez-vous, vous avez les vidéos modules d'initiation, donc plus de 10 modules, il y a plus de 3000 minutes, donc ça fait plus de 60 heures, plus tous les bonus, hein, les insider trading que je fais, les global crypto research sont compris dedans, et encore pas mal d'autres choses, hein. Donc il y a toujours quelque chose qui est rajouté. Donc là, vous venez, vous cliquez ici, vous allez voir le programme, tout est là. Vous avez la partie de paiement et ainsi de suite, donc là on reviendra dessus demain. Ici vous pouvez voir encore bien plus de services et de solutions, donc tout ce qui est consulting one-on-one, les cryptotech portfolio, donc là des solutions bien plus complètes au niveau de la gestion du risque management, génération d'idées de trade, système et stratégie et ainsi de suite. Rappelez-vous, vous avez tous les jours, donc ça c'est le samedi, hein, on a le crypto rapport, et le reste de la semaine on a le bit dimanche, la première journée des dApps le lundi, le mardi on fait les Pluralsight Coins, mercredi on fait tout ce qui est banque et data, donc Ripple et ainsi de suite. Le jeudi, on fait la deuxième partie des digital currencies, Litecoin, IOTA, Omisego, Nano. Et le vendredi, on finit avec les dApps, la deuxième partie des dApps. Donc les compagnies de juste en dessous, hein, donc juste au niveau de la capitalisation, juste en dessous des EOS, Cardano, et Ethereum et Neo et ainsi de suite. Et voilà. Et bien sûr, pour pouvoir me contacter moi directement ou par message ici dans la partie de description de la vidéo de YouTube, ou via le site web ici, avec le messaging box ici, ou via WhatsApp et Viber. Donc là, vous avez tout pour pouvoir me contacter. Ok? Donc voilà. Donc moi, je reviendrai demain. Pourquoi demain? Demain, on fait quoi? Demain, on fait le bit dimanche. Donc on recommence une nouvelle semaine de trade, de pas mal de choses. Et aussi, voilà, cette semaine-ci, je commence à enregistrer le Global Crypto Research. Donc comme ça, il va être prêt pour la fin du mois et début du mois, entre le 1er et le 5. Voilà, je serai déjà en train de publier les vidéos. Ok? Donc voilà, un grand merci à tous. Excellent samedi. Bon week-end. On se retrouve demain dimanche pour commencer les Crypto Trading Day. Et donc vous reposez bien. Vous passez un excellent week-end. On se retrouve demain dimanche. Reposez-vous bien. Un grand merci à tous. Soyez prudents dans ce que vous faites, dans vos trades, dans vos investissements, dans les exchanges et tout ça. Et faites des bons trades. Ok? Allez, un grand merci. Bye bye.